Surtout que, soi-disant, la période où il fallait souffrir un peu, c'est des grands mots. J'avais un lit, je dormais, j'avais une douche. Tu racontes l'histoire aux gens, c'est waouh, ouais, il arrive à Paris, il avait pas de sous. Donc, dans un cas comme ça, la personne, elle peut prétendre à rien, tu vois. Sinon, c'est du racket, en fait. Au bout d'un moment, on parle de hack. Il est où le hack là-dedans? Je fais ma hijra, j'ai un environnement familial qui est chaotique, j'ai les dettes que l'on a expliquées hier. Bon, je pars, tu vois, avec un état d'esprit où il peut rien se passer, tu vois. Et subhanallah, quand j'entreprends cette hijra, dans mon état d'esprit, je suis totalement apaisé. Ça n'a pas de sens de faire ce que je fais, tu vois. Je sais pas, j'ai pas d'argent, j'ai moins que pas d'argent. Je vais dans un des pays les plus chers du monde. Et là, on est sur octobre 2013, tu vois. C'est l'ouverture du premier tacos. Comment on prépare le lancement? En fait, je tease longtemps avant. Mais en gros, ma technique, c'était d'avoir un compte personnel, de rajouter tout ce que je trouvais autour et de teaser le produit, tu vois. Et je dis au gars, mais c'est pas le contrat qu'on avait dit. Il me dit, ouais, mais il faut que tu fasses plus de ventes pour qu'on change le contrat réellement. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Le mail, il est pas conditionné. Moi, je vous ai toujours dit, d'abord, j'attends de voir le premier contrat changer. Et après, entre guillemets, je vais mettre la machine en marche, tu vois. Mais il faut bien que je démarre avec un premier client. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver le lendemain. Ouais. Du post de la vidéo qu'on a tournée hier. Juste le lendemain. Exactement. On était tellement impatients de pouvoir continuer à la fois l'histoire de Hakim et également la mienne. Pas pour vous raconter notre histoire, évidemment pas, mais pour essayer là encore de donner de la hauteur et des éléments qui pourront aider tout un tas de personnes, comme je l'ai dit hier, pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour les personnes qui sont déjà entrepreneurs de comprendre quels sont les éléments peut-être que vous avez en commun avec nos histoires, qu'est-ce que nous on a déjà compris, qu'est-ce que nous on s'apprête éventuellement à comprendre par l'intermédiaire de nos nouveaux projets, qu'est-ce qu'on a mis en place. Bref, tout un tas de choses qui, on espère, comme je l'ai dit, vont vous permettre de pouvoir retirer des choses de nos histoires, bi'idhnillah. Alors, si je ne me trompe pas, et c'était aussi le but de faire la vidéo le lendemain, c'était pour qu'on puisse garder un peu aussi à l'esprit ce qui avait été dit hier. On s'est arrêté donc sur mon démarrage de Muslim Immobilier et le démarrage de ma hijra, si je me souviens bien. Te concernant, on s'était arrêté donc sur la fin de ton aventure de BTP avec toutes les péripéties que tu avais pu avoir aussi d'un point de vue personnel avec le décès de ton ami, le divorce de tes parents. Donc, on reprend directement. Après ça, tu vas avoir, donc, tu le disais, un équivalent de McDonald's à Grenoble, et puis tout un tas d'autres projets. On va essayer de skip, on va dire, toutes les étapes que tu as déjà racontées dans tes autres vidéos. Je pense que c'est bien. Le Hakim qui arrive dans le démarrage de Otakos, c'est qui? Tant en tant qu'homme qu'en termes de situation, il est comment mentalement, physiquement. Explique-moi déjà, avant même de commencer le projet, dans quelle disposition tu te trouves? Déjà, je suis en région parisienne à cette époque-là. D'accord. Donc, j'ai quitté Grenoble. Pour quelle raison? Je venais de divorcer il n'y avait pas longtemps. Ok. J'avais une agence de com visuelle à l'époque. Ok. La grande majorité de mes clients, ils étaient en Île-de-France. J'ai eu l'occasion de m'associer avec un Parisien pour ouvrir un bureau sur place. Et voilà, c'est là que ça a commencé, tu vois. Moi, je suis arrivé à Paris, je devais avoir 3 000 € en poche. Mon associé, il devait me trouver un appartement, il m'a trouvé une chambre aux 3 000. Ok. Je partageais avec des clandestins à l'époque, donc le locataire propriétaire, il avait collé des feuilles A4 partout sur les fenêtres pour pas qu'on nous voit. Chacun gardait sa bouteille de coca de son côté, tu vois l'ambiance. Ok. On pouvait s'embrouiller parce qu'un avait un, il avait pris l'ampoule de la salle de bain pour la mettre dans les toilettes. Ok. Spécial, tu vois. Mais bon, bref, j'étais content, tu vois. Content. J'étais en mode conquérant dans ma tête. J'étais venu ici pour quelque chose. Ce truc-là, c'était un détail, tu vois. D'accord. Et même pour l'anecdote, et le frère, il se reconnaîtra, je suis pas venu tout seul. À la base, on s'est associé à 3. Et moi, je me rappelle le premier jour, alors que les autres personnes qui étaient censées venir habiter avec nous, elles n'étaient pas encore arrivées. Ça veut dire qu'on n'était que 2 dans l'appart. D'accord. Et je me réveille le matin, donc on s'installe. Le soir même, on va acheter des couvertures et tout à Carrefour, machin.
Et le matin, je me réveille, tu sais, je sens. Mon pote, c'était quelqu'un qui était très matinal et tout, tu vois. Ok. Vraiment. Et je sens l'odeur du parfum et tout dans la chambre. Je me dis, c'est bon, tu sais, notre premier jour à Paris, on va aller voir la Tour Eiffel, motivé et tout. Et je me réveille et tout, machin. Il me dit, allez, Hakim, on y va, on y va, on y va. Je dis, on va où? Il me dit, mais on rentre, et t'es un ouf, toi. Et t'as pas vu où il nous a posé et tout. Il va nous faire, lui. C'est pas. Il n'y a rien de normal dans cette situation. Qu'est-ce Ok. qu'on fait là, tu vois? Et je lui dis, mais t'es un ouf, on est venu. T'as vu, on a de quoi dormir, on a un projet, on a loué un bureau, on va travailler. Donc lui, Tranquille. s'était préparé à rentrer, en fait. Mais il est rentré. Il est rentré. Ouais. Ok. Il me dit, c'est impossible, t'es un fou. Genre, tu peux pas rester là dans ces conditions-là, machin et tout. Je te donne une semaine, tu rentres à Grenoble. Ok. Et donc, lui, il est parti. Tu vois, le premier jour, tu vois, la première nuit en tout cas, il a dormi. Et lui, dans l'association, il était censé faire quoi? Bah, il avait le rôle un peu, justement, vu que lui, il avait quand même sa famille et tout à Grenoble, de gérer la partie sud, de remonter sur Paris, faire de la Non, mais en termes pause. de métier. Au niveau métier, Bah, c'était quoi c'était plus le poseur, lui, tu vois. Ok. Genre, vu qu'on faisait des enseignes, etc., c'était plus le poseur. Et puis, c'était le gars qui, juste avant de monter à Paris, et qu'on s'associe avec le frère, tu vois, à Paris sur l'agence, qui était associé avec moi. Ok. Toujours dans le souci aussi, à l'époque, j'avais pas le permis, il me fallait quelqu'un avec D'accord. moi. Je l'ai eu très tard, malheureusement, tu vois. Et donc, lui, il part. Et bah, moi, je reste qu'avec l'associé là-bas, tu vois, sur place. Avec les clandestins, toujours. Hein. Ouais, ils sont arrivés après. Ouais. Ah, ils sont arrivés après. Ok. Mais c'était cool, tu vois, en vrai. Quand tu donc, racontes l'histoire, ça fait vraiment dire que bah, t'es parti de loin, et c'est réel. Mais en vrai, il n'y a rien, tu vois. Mais de base, t'as une qu'est-ce chambre, qui fait qu'il part, puisqu'il n'y a pas encore, justement. En fait, lui, pour lui, c'est un traquenard. Ok. Parce qu'il est dans une cité. L'associé, il nous a mis dans un traquenard. On s'attend à aller dans un appartement et tout. Finalement, c'est une chambre. C'est dans une cité. T'as vu, on a des cités à Grenoble et tout, mais quand même, les 3000, Ouais. tu rentres au Galion et tout, ça reste impressionnant, tu vois. Et je sais pas, pour lui, c'est un traquenard. Il pense que. Mais moi, je réfléchis de manière logique. Je sais pas, je peux pas te dire, ouais, je suis un surhomme, j'ai pas peur. Il va nous prendre quoi, en fait? On est venu pour bosser ensemble. Hmm. Le gars, il est Ça n'a cool. pas de sens. J'ai pas. Il va me prendre quoi? Mes 3000 euros? Il va me loger pour me prendre 3000 euros? Hmm. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ouais. Je vois pas, il est où le traquenard? On a J'ai loué rien à des perdre, bureaux de toute ensemble. façon. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et puis après, voilà, moi, tous les matins, le frère, il venait me chercher, on allait bosser, tu vois. J'allais dans mes bureaux. Moi, je faisais la partie. Mais du coup, là, quand toi, tu restes à Paris, et que Mm. tu prends cette décision-là, donc tu m'as dit, ton associé, il vient te chercher tous les matins pour bosser ensemble, etc. Mm. Là, pendant ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais tu es toujours en contact avec la personne qui est rentrée à Grenoble? Ouais, il reste en contact avec nous. Ok. Dans le sens où lui, il veut garder, entre guillemets, je pense, ses parts dans l'entreprise ou Ok. le lien. Et surtout, il voit que je reviens pas à Grenoble, tu vois. Ok. Il se dit, bon, bah, il se passe encore un truc là-bas. Et il sait que je sais travailler, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il lâche pas tout de suite. Et vas-y, te file en aiguille et tout, machin. J'arrive à prendre un appart, un petit studio dans le bas d'une villa, tu vois, toujours à Aulnay, avenue de Balagny, je crois, c'était. Ok. Et à ce moment-là, il décide de revenir. Voilà, c'est plus pareil. C'est mon appart, tu vois, c'est carré. Et vas-y, il revient, il me fait une phase ou deux, tu vois, que j'apprécie pas. Et ça se termine comme ça, tu vois. C'est quoi qui se termine? La Je colocation lui dis, moi, ou t'as vu une ou la fois, je sais société? plus, on se prend la tête dans le bureau. Je dis, frère, t'as vu, t'es parti le premier jour. T'es là, tu t'es revenu du sud avec des notes de frais ou je sais pas quoi. T'as pas ramené un flèche. Moi, je suis là, je travaille tous les jours. Je suis resté dans l'appart là-bas. Donc c'est ça qui passe pas. Et tu. Si on n'a pas souffert ensemble, Et donc on maintenant n'a que ça pas commence souffert à- ensemble. Et je vois aujourd'hui, en plus, dans le bureau, t'es arrogant, frère. Tranquille un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, vas-y, on se prend la tête et tout. Même si t'as vu maintenant, j'ai pas de rancune ou quoi. Mais la vraie histoire, c'est ça, tu vois. Il pourra pas la nier. Et après, je dis, ouais, je sais plus exactement, mais c'est mort, tu vois. Et à ce moment-là, je continue que moi et mon associé parisien. Et comment ça se passe la sortie? Comment on Il fait pour... repart. C'est tout. Ouais, il prend sa voiture, il part. Parce que la boîte vaut rien et il n'y a Ça pas vaut trop de rien, c'est contrats. une boîte de prestat, tu vois. Ok. Une boîte de prestat, en général, ça vaut jamais grand-chose, tu vois. Tu perds un contrat, alors surtout au niveau artisanal, tu vas valoriser quoi? Ok. Et c'est moi qui fais tout le travail à l'époque. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je fais le commercial, je reçois les gens au bureau. Lui, peut-être qu'il a fait un peu de commercial, je me rappelle pas, dans le sud, il a peut-être gratté un ou deux clients, mais c'est moi qui fais le graphisme, c'est moi qui envoie en print, c'est moi qui envoie chez le client. Oh, donc il n'y a En rien. vrai, tu veux valoriser Hmm. quoi, frère? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à valoriser. En fait, je me permets de te poser la question parce que, comme on l'a dit,
l'idée, par l'intermédiaire de différents parcours et de différentes histoires, c'est de donner des choses avec lesquelles les gens vont pouvoir repartir. Que toi, tu racontes ton histoire ou que moi, je la raconte, bon, dans l'absolu, c'est Ouais, pas très non, utile. c'est de Par contre, capter que dans un moment comme voilà, ça, comment ça se en passe, comment on se vrai, t'as vu la débarrasse d'un personne, problème. elle a pas, dans un cadre comme ça de la prestation de service où tu fais 80% du travail, la personne, elle n'a pas de droit, Elle n'a pas de levier. elle de n'a ton pas de coup. levier sur la société, tu vois ce que je veux Ok. dire? Surtout que, vas-y, soi-disant la période où il fallait souffrir un peu, et encore une fois, c'est des grands mots. J'avais un lit, je dormais, et Hmm. j'avais une douche. Mais en journée, Tu t'es pas là. vois, Donc, tu racontes l'histoire aux gens, c'est waouh, ouais, il arrive à Paris, il n'avait pas de sous, il dormait avec des mecs et tout, machin clandestin, c'était sous-loué. Ça fait histoire vraiment partie d'en bas, mais au réel, tu vois, il manquait Hmm. rien, tu vois. Et donc, dans un cas comme ça, la personne, elle peut prétendre à rien, tu vois, sinon c'est du racket, en fait, tu Ok. vois. Au bout d'un moment, on parle de hack, il est où le hack là-dedans? Hmm. Qu'est-ce que tu vois, je crois même il est parti avec la voiture de société qu'on avait achetée quand on bossait ensemble à Grenoble. C'était pas grand chose. Je lui ai rien demandé, vas-y, ouais, la limite, c'est ça son dédommagement, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ce sur quoi il était en chantier avec moi juste avant, sur quoi il avait une part, il l'a perçu, mais après ça, il n'y a plus rien, tu vois. Fine. Euh, donc là, tu es dans une boîte, t'es dans une boîte de com à Paris. Donc tu commences à avoir un certain nombre de clients. Ouais. Ça fonctionne plutôt bien. Mhm. Il se passe quoi après? C'est quoi la suite? En fait, il se passe que, tu as vu, je force énormément, je fais beaucoup, beaucoup d'heures. Ouais. Mais vraiment, tu vois, 8h, 22, 23, minuit, tous les jours dans le bureau, tu vois. Et qu'à la fin du mois, c'est pas un truc de fou, tu vois. Ok. Tu fais un taf quand même qui est prenant. D'un côté, tu gères les clients. Je commence pour faire, entre guillemets, avoir une entreprise rentable, essayer encore une fois de mettre un peu de process et d'être un peu smart, tu vois. Je n'ai pas les moyens de recruter. C'est pas un marché où tu factures des tonnes. J'ai un graphiste en Tunisie, j'ai un graphiste en Algérie. Je passe du temps avec eux sur Skype, tu vois. Et des fois, à la fin du mois, il te reste un beau billet. Des fois, tu es au RSA, tu vois. Ok. Parce que les gens, ils passent commande, ils te font 1001 retours. Le jour où le fichier il est prêt, ou le flyer, ou l'enseigne, bah, ils disparaissent. Ok. Mais ouais, ok, je t'ai pris 50% parce que bah, je dois sécuriser le travail que je vais faire en amont. Mais quand j'ai fini mon travail, j'en ai besoin des autres 50%. Ah. Tu peux pas disparaître, tu vois. Surtout que des fois, j'ai déjà imprimé ou quoi. Les coûts, je les ai eus. Et au bout d'un moment, tu vois, ça commence à me gonfler, tu vois. Je me dis, bon, c'est vrai, j'ai dit plus jamais la restauration et tout. Mais là, c'est une autre problématique, tu vois. Tu vois, je fais des mois, ils sont compliqués. Et un jour, bah, j'ai le même discours que j'ai avec toi, avec un ami à moi de Grenoble, tu vois, Fatrada. Et je suis au téléphone, je me rappelle juste devant le bureau là-bas, et je lui explique. Et lui, il me dit, mais Hakim, pourquoi tu fais pas un tacos à Paris? Il m'a dit, on n'a pas et tout. Et ça commençait déjà à me trotter dans la tête. Comme je te dis, il commence à avoir ce truc où bah, j'ai laissé la restauration, mais en fait, là, c'est pas. Tu vois, en plus, j'étais arrivé au bout de la partie qu'on kiffe un peu, nous, apprentissage, graphiste, enseigniste. Voilà, j'avais fait le tour, tu vois. Et il me dit, ouais, je suis sûr que tu fais un tacos à Paris, tu deviens millionnaire, tout ça, tu devrais tester et tout. Donc, il renforce, tu vois, l'idée dans ma tête que bah, peut-être je devrais pencher à ça, tu vois. Mais pourquoi les tacos à Grenoble, ils sont millionnaires? C'est ça qu'on sait Non, du non, non. marché ou c'est quoi? Ce qu'on sait du marché à ce moment-là, c'est que les tacos, ça marche déjà. À Grenoble, en région parisienne, pardon, en région lyonnaise, etc. Mais on sait aussi que, voilà, il y a un frère chez nous, il est parti à Montpellier. Et tu vois, c'est un peu la success story à l'époque chez nous, tu vois, du gars qui a réussi, tu vois. Il vient au quartier, Doudoune Dior, Syrien dernier, machin. Et alors que pourtant, bon, avec le temps, quand on regardera, c'était des restaurants qui faisaient 2 000, 3 000, peut-être 4 000 € par jour. Comparé à ce qui s'est passé par la suite, c'était pas si énorme, tu vois. Ok. Mais on savait que le gars qui avait ramené ça dans une autre ville, loin, où il n'y en avait pas, ça Ça avait marchait bien pris. pour lui, Donc, tu vois. que dire de la région parisienne? Exactement. Hmm. Et à ce moment-là, je commençais à en parler avec mon associé, etc. Lui, il avait une crêperie. Ok. On fait des tests. À ce moment-là, je fais goûter à plusieurs personnes là-bas. Tout le monde me dit non, ça marchera pas. Tu vois, c'est des frites dans un sandwich, la sauce. Les Parisiens, nous, c'est pas ça.
On aime manger les frites sur le côté, etc. Et moi, t'as vu, je suis têtu quand j'ai une vision, j'ai un truc, c'est le produit, je le maîtrise, je l'ai vu cartonner de partout. Dans ma tête, je dis, vous n'êtes pas des ovnis, les Parisiens, vous êtes des humains, tu vois, et des Français qui plus est, tu vois. On a les mêmes habitudes alimentaires en fast-food, tu vois. Et je pousse à ça. Et puis finalement, ben, on prend, moi et mon associé de la boîte de com, un local en location-gérance. Ok. Parce qu'on n'avait pas, j'avais pas de budget, lui il avait un peu de budget, tu vois. Mais il pouvait pas se mettre tapis non plus sur un truc auquel lui il y croyait pas trop forcément au début, tu vois, il avait pas aimé le produit et tout. Et donc on rénove, etc. Et c'est là où, à Tremblay en France, bon, je crois que c'était l'ancien garage d'un pavillon sur un rond-point, tu vois, sur un rond-point, où on va ouvrir le premier au tacos, tu vois, De région parisienne. de région parisienne. Parce qu'on le rappelle, le premier vrai Ouais, au il tacos, était déjà à Bordeaux. Et à l'histoire, je crois que j'ai déjà raconté dans l'autre vidéo, où j'ai eu un accord avec Silman parce que je trouvais pas de nom, Exactement. etc. Et que tu avais fait son branding, donc il t'avait laissé. Et on avait récupéré le nom, tu vois. Voilà. Ok. Donc on en est là, tu vois. Et là, on est sur octobre 2013, tu vois. Donc là, c'est l'ouverture du premier tacos. C'est ça. Alors en région parisienne, on répète. Hein. Ouais. Il se passe quoi pendant le lancement? Écoute, franchement. Déjà, comment on prépare le lancement? En fait, je tease longtemps avant. D'accord. C'est quoi longtemps avant? 2 mois, 3 mois. Ok. Par quel biais, vu que tu n'as pas trop de Facebook. budget? Non, en fait, je fais des pages, comment ça s'appelle? Des comptes personnels. Je crois que les pages, elles sont arrivées à ce moment-là où je sais qu'on a été converti en page automatiquement à un moment donné. Je ne saurais D'accord. pas te dire. Mais en gros, ma technique, c'était d'avoir un compte personnel, de rajouter tout ce que je trouvais autour. Tremblay, Villepinte, dans les villes qu'il y avait aux alentours. Et de teaser le produit, tu vois. Moi, j'étais graphiste, de la banque d'images de tacos, avec tous les projets que j'avais, j'en avais fait des tonnes, tu vois. Et donc, je teasais, et les gens, ils commençaient à accrocher, tu vois. Ok. Et ce que j'ai fait le jour de l'ouverture, j'ai fait une journée porte ouverte, et ça a marché, tu vois. Il y avait une offre particulière à ce moment-là? Ouais, c'était gratuit. Ah, c'est gratuit? Ouais, c'était gratuit. Ok. Jusqu'à épuisement des stocks, tu vois. Ok. À ce moment-là, donc, les gens viennent, ils goûtent le produit. Donc, entre guillemets, ce que tu avais déjà eu comme feedback auparavant, est-ce qu'il se confirme à ce moment-là? Est-ce que les gens disent... Ah non, Bah, ça n'a rien à voir, là, les gens, ils kiffent. Les gens, ils kiffent. Bah ouais, Ils disent que c'est bon. ouais. Contrairement aux gens précédents qui n'ont pas trop kiffé le produit. Ouais, Ok. qui étaient commerçants. Et puis l'anecdote, c'est que pendant que j'avais la boîte de com, moi, j'ai toujours été assez ouvert et tout. Tu vois, comme je te disais, à Grenoble, j'ai donné la recette à plein de restaurateurs. Et pareil, en mode boîte de com, il y a plein de frères que j'ai conseillés. Tu devrais faire ce produit. Je leur écrivais la recette. De la sauce fromagère et tout. Les mecs, ils y croyaient pas, tu vois. Et eux non plus n'y avaient pas cru. Et puis finalement, bah, le client, lui, il y croit, tu vois. Il kiffe. Et moi, je suis en cuisine. Mon associé, lui, tient la caisse, tu vois. Ok. On est tous les deux pendant un bon moment. Après, bon, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, dont un frère de Grenoble, Monahem, que je remercie parce qu'il avait de l'expérience et tout. Il m'a bien aidé. Et ça cartonne, tu vois. Alhamdoulilah, tous les jours, c'est plein. Et de plus en plus, il y a la queue, les gens, ils deviennent fous, tu vois. T'as 100 mètres de queue, des fois, ça fait le tour du rond-point, la queue, tu vois. C'est un truc de fou. Donc là, on est octobre 2013. Mhm. Ça prend combien de temps pour que tu te dises, ouais, bon, là, c'est solide, j'ai quand même l'impression que je tiens quelque chose là. Moi, dès le début. Pourquoi? Parce que j'arrive sur une somme d'expérience. Je sais où je suis. Ok. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mon expérience bâtiment, je sais, j'ai bien fait mes travaux d'un point de vue économique, machin et tout, je sais gérer cette partie-là. C'est-à-dire, moi, je pense franchise directe. D'accord. Je sais que cette partie-là, quand on va parler de franchise, je vais pouvoir la gérer. D'accord. L'expérience branding, com, machin, je sais faire mes enseignes, je sais faire mes menus. T'imagines, je fais un restaurant tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je crée mon branding, je crée mes enseignes, je les pose, tu vois. J'ai un cumul d'expérience à ce moment-là qui est incroyable, tu vois. En étant un simple restaurateur, j'en ai qu'un, tu vois. Et j'ai les réseaux sociaux. L'après-midi, on ferme. Moi, tu as vu, comme je t'ai dit, j'ai pas de permis. Je suis bloqué dans le magasin. Mon associé, lui, il a ses trucs à faire. Tu vois, il a sa famille, il a ses trucs. Moi, je suis là, je dors sur un congèle. Il n'y avait même pas de chauffage dans le magasin, tu vois. Mais entre-temps, vas-y, je prends un moment, je fais des visuels. Tu vois, il y a un cumul d'expérience. Quand je vois que l'argent, il est là, ça veut dire que ça fonctionne. Et qu'on est à Paris, je vois les retours, je vois les gens, je le vis, je suis dedans.
Je dis, ça y est. Je l'ai dit, mon associé, il le sait, on en a parlé combien de fois. Je lui ai dit, là, on est riche, ça y est. C'est une question de temps. Et ça arrive quand, ça, tu me dis? Là, dès le début, peut-être 2-3 mois après 2-3 mois l'ouverture. après. Ouais. Pourquoi? Parce que les premiers chiffres, c'est quoi? Ouais, les chiffres, déjà, dès les premiers temps, on faisait, tu vois, 1200, 1500 euros par jour. Ok, Mais dans un local minuscule, tu vois, 25 mètres carrés, un truc comme ça, tu vois. ok. Ouais. Sans livraison, sans tout ça, c'est Il que n'y du avait sur pas. place. Il n'y avait Ouais, même pas c'est Uber pour ça. Eats, tout ça, ouais. Ok, Et puis les clients, ils sont contents, tu vois. T'as des demandes, moi, je gère les réseaux sociaux. Ça veut dire, je vois, ouvrez là, ouvrez là, ouvrez là, ouvrez là. Je le sens, le truc. Tu vois. Hmm. Et je sais que cette fois-ci, c'est parti, tu vois. ok. Mais je me dis, vas-y, il va falloir être sérieux, même quand on parle avec mon associé, que je lui dis, ouais, là, on est riche, etc. Je lui dis, en fait, il y a que nous qui pouvons, Se mettre dedans. entre guillemets, nous détruire, tu Hmm. vois. Inch'Allah, c'est tout droit, tu vois. Ok, Et donc là, quelques mois plus tard, je récupère les parts d'un de ses associés dans une pizzeria au Bourget, ok. avec un crédit vendeur, etc. Parce que moi, j'avais toujours pas énormément, tu vois, c'est pas 6 mois d'exploitation, Ouais, non. tu payes tes charges et tout, c'est pas... Et on ouvre le deuxième, un peu plus grand, peut-être aussi un peu mieux placé, je sais pas. Malgré que c'était un emplacement pire que Bis, tu vois, pour le Bourget, c'était pas du tout sur l'avenue, Hmm. c'était dans une rue perpendiculaire, tu vois. Et là, les chiffres, c'est encore autre chose, tu vois. Ça continue de monter. Et pareil, tu as la queue, tu vois, t'as le restaurant, il est là, il y a la route, là, il y a la banque. Ça bloque la route, tu vois. Les gens, ils peuvent même plus passer en voiture. On a des plaintes des gens autour. On essaye de gérer les gens dehors. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que, alhamdoulilah, je suis le premier en Île-de-France, en restauration rapide, à insérer le système de beeper, tu vois. Ok. Parce que le soir, je cherche des solutions. Ah ouais, en Je me gros, dis, il moi, faut je que peux vous, pas passer faut que vous ma vie. éparpillez parce que. Ouais, on est là, on crie, tu vois, les noms. Hmm. Commande 54, commande 52, ou le nom du gars. C'est pas gérable, Et tu ça, vois. c'était déjà où avant? Quand tu dis je suis le premier à le Ah, il faire n'y a personne qui faisait ça. Moi, j'ai cherché, en fait, un fournisseur, t'as chinois. vu, ouais, voilà, sur un fournisseur chinois. Et je suis tombé sur un fournisseur français à un moment donné, je crois. Mais à l'époque, il n'y avait aucun snack ou Hmm. restaurant rapide qui le faisait, tu vois. En tout cas, de ce que je sais. Ça s'est démocratisé bien plus tard, tu vois. Ok. Mais là, pour le coup, c'était une folie, tu vois. Les gars, finalement, ou les meufs, machin, pouvaient prendre leur commande, prendre leur beeper. Il y avait, je sais pas, 30-40 mètres de portée, attendre dans leur voiture tranquillement. Ouais, ouais. Ils étaient appelés, ils faisaient plus de queue, tu vois. Déjà, ça, c'était, T'avais réglé un à gros ce point de douleur. stade-là, c'était une innovation de ouf, tu vois. Hmm. Ils avaient plus à attendre et attendre l'oreille, tu vois. Ok. Ok, machallah. Ben là, déjà, on a déjà un point qui est quand même important. C'est effectivement de se pencher sur un point de douleur Mhm. qui aurait pu être un gros frein à l'avenir et particulièrement sur des plus gros locaux. Parce qu'à un moment Mhm. donné, ça aurait pas pu être possible, peut-être, et surtout peut-être sur des rues piétonnes, des trucs, des machins, d'accueillir autant de gens. Donc là, déjà, tu dégonfles un problème qui aurait pu être naissant et qui aurait pu mener à ta perte, entre C'est ça. guillemets, dans l'expérience utilisateur, dans l'expérience du client. Et en fait, à ce moment-là, je fais que ça. Dans ma tête, je dois optimiser. Je vois que, en fait, je dois optimiser l'expérience client. Donc là, bah, vas-y, le beeper, c'est bien. Mais aussi, je dois faire en sorte d'être beaucoup plus rapide pour les servir, Hmm. tu vois. Et Donc ça passe par le workflow en cuisine. bah, le workflow, carrément, je crée une table sur mesure spécialement dédiée à faire des tacos, tu vois. Ok. Encore un truc qui, à l'époque, tu vois, même si après ça a été repris et tout, n'existait pas. En fait, ça consistait à avoir une table avec une partie bain-marie, une partie où il y a tes sauces, une partie où tu viens poser tes frites, une partie où il y a la sauce fromagère en bain-marie, tes suppléments sur le haut. Le gars, moi, le but, même si après, bon, les process, ils ont été un peu modifiés et tout, je voulais qu'en fait, j'ai une personne qui passe son temps à produire et donc à ravitailler cette table, mais qu'une seule personne qui focus sur les commandes et une personne qui les récupère, qui les grille, qui les donne. Ok. Ça veut dire, tu as vu, j'industrialise le métier. On en revient à l'exemple d'hier, qui est Sur le placo. le placo Ouais, avec voilà. le traçage, C'est ça. le ferraillage et la pose. C'est ça. Parce qu'avant, comment c'était fait, quand j'avais appris à Grenoble que je visionnais le concurrent chez qui j'avais appris, c'était un, il mettait la sauce, un, il mettait la viande. Le process, c'était la galette qui avait un process, c'était pas les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ah.
Tandis que là, en fait, moi, je comprends parce que chaque tacos, il est différent. Chaque personne, elle a une nouvelle composition. Tu vois ce que je veux dire? Donc Je ça me tient dis, pas, ça en veut fait. dire il faut que C'est c'est pas le une bon seule process. personne qui est focus sur une commande, il l'a fini, il passe à une autre. Hmm. Il faut surtout pas qu'il fait 2 commandes en même temps. C'est-à-dire quand il y en a 3, il prépare 3 d'un coup. Après, il passe avec le ticket à la personne qui grille. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et le sac, il est prêt pour le caissier à donner. Mais là, à ce moment-là, c'est une révolution. En termes de chiffres, on peut aller grave loin. Lui, il a tout devant lui. Il met même pas 40 secondes à faire un tacos. Ok. Et c'est ça, les gens, ils y croyaient pas. Par exemple, quand tu viens à un moment où il y a personne, tu viens dans un moment creux, tu prends ton tacos en 1 minute. Hmm. Les gens, ils disent, c'est pas possible, il est déjà prêt ou machin. Non, c'est fait que de manière à ce qu'on puisse aller très vite. Tu vois. Ok. Ok. Donc ça, voilà, ça a été la partie optimisation, on va dire, opérationnelle qui nous a permis de monter très largement sur le chiffre d'affaires, tu vois, sur la suite. Tu vois, il y a même des frères de Grenoble après qu'on verra à Paris qui fonctionnaient bien parce que ils avaient ramené la vraie recette et tout. Mais ce qu'il disait, tu vois, à mon associé, c'est comment vous faites à faire les chiffres qu'on entend. Nous, à 3 000 euros, on est KO, on n'arrive pas à faire plus. Hmm. Et en fait, la différence, c'était cette table, tu vois, tout simplement. Mais eux le savaient pas de toute façon. Non, ils ne le savaient pas. Moi, je l'ai caché. Tu as vu, à cette époque-là, je suis en parano total. Moi, Ouais. j'ai pas le recul que j'ai maintenant. Bon, après, dans l'absolu, c'est pas un mal. Hein. Non, c'est pas un mal, mais aujourd'hui, je serais plus détendu parce que je sais qu'en fait, la force, elle n'est pas que dans une table, elle n'est pas que sur les réseaux sociaux. Ok. C'est le porteur de projet, La jusqu'où il est vision, capable d'aller. Ok. Et en fait, quand tu parles de concurrence, tu dois regarder c'est qui le porteur de projet en face de toi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, tu commences à te dire, il y a des points de douleur, entre guillemets, des points à cacher ou pas. Tu vois? Mais à cette époque-là, je cache tout. Tu vois, personne ne doit rien savoir. Ok. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les cuisines des Tacos, et je crois que c'est encore le cas, elles étaient fermées avec un passe-plat. Je voulais pas qu'on voit mes process cuisine. Hmm. On n'avait rien à cacher dans la cuisine. C'était, alhamdoulilah, ultra clean. Tu vois, on était tout le temps contrôlé et tout. Il n'y avait pas de sujet là-dessus. Mais par contre, oui, j'avais ma table, mes process à cacher, tu vois. Ça, je voulais que personne ne le voie. Hmm. Intéressant. Parce que c'était ma clé, tu vois. Ouais. En tout cas, tu estimes que c'était ta clé à ce moment-là. Ouais. Après, comme tu as dit, avec du recul, tu sais que être porteur d'un projet, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que même si tu avais donné la table à tout le monde, il est peu probable que les gens auraient pu réaliser ce que tu as pu faire derrière. Mais on va dire que effectivement, dans un démarrage de projet... en fait, c'est comme, tu vois, moi je vois l'entrepreneuriat, l'entreprise de manière générale, comme un peu pour les sportifs. Le but, on va dire, pour performer, c'est d'être le plus complet possible, tu vois. D'avoir le moins de failles possible. Ça veut dire, tu dois travailler tous tes axes. Ton branding, il est important, l'expérience client, elle est importante, ton produit, la manière où il sort, je sais pas, la propreté de ton local, l'accueil. Il y a tellement de choses. Tu as vu, la restauration, c'est rempli de critères. Mais toi, en fait, ton travail, surtout si tu as l'ambition d'aller loin, c'est d'essayer de régler tous ces problèmes un par un. Et c'est là où tu deviens performant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, mon taf, ça devient ça, tu vois. Ok. Donc là, on est d'accord, la franchise, ça commence pas tout de suite. Non, là, on a beaucoup de demandes de franchise, mais c'est pas, on commence pas on commence pas à ce moment-là. Ok. Donc, jusqu'aux prémices, on va dire, de la première franchise, comment ça se passe l'activité? Donc, les chiffres, j'imagine, augmentent, puisque la notoriété aussi de la marque augmente. C'est ça. C'est quoi les choses que tu vois à ce moment-là comme points positifs, comme problématiques? En fait, on avance sur les réseaux sociaux, ça nous fait une ascension de ouf, tu vois. Je remets en place le Giga Tacos en région parisienne. Je l'avais fait à Grenoble et tout, à petite échelle. Mais à Paris, ça fait un bruit de fou. Ok. T'as le Bondi Blog qui vient, qui fait un article. À un moment donné, je me rappelle, je suis au Bourget, moi, à ce moment-là, je gère le Bourget. Et j'ai le community manager du rappeur L'Artiste qui vient. Ok. Et il me dit, ouais, tout, moi, je suis le community manager de l'artiste, j'aime bien ta com, etc. Moi, il y a moyen et tout, je vois pour que je te puisse faire un post sur sa page, etc. Et je crois que c'était contre la gratuité, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas d'histoire d'argent sur ces trucs-là, tu vois. Surtout que là, bon, pour le coup, merci à l'artiste, mais c'était pas lui en direct, tu vois. Et son gars, il partage l'histoire du Giga Tacos, ça fait des likes de fou. Le lendemain, on double le chiffre d'affaires. Ok.
Dinguerie, vraiment, double chiffre d'affaires sur les 2 boutiques, tu vois. Un impact de fou. Et on continue de scaler comme ça. Je commence à rentrer en contact avec tous ceux qui gèrent. Tu vois, on est vraiment à fond dans la recherche de pages qui peuvent nous donner de la force. Nous partager contre une gratuité ou même gratuitement. Tu vois, parce qu'on n'a pas de budget comme à cette époque-là. Mhm. Tu vois, et puis, il n'y a pas. À cette époque-là, je crois que c'est même pas encore le début des ads. Ça vient juste après. Il n'y a pas l'influence. Il n'y a pas d'histoire. On n'a pas de budget, mais il n'y a pas d'histoire de budget. Ah, Tu vois, c'est qui te partage. On est dans ce truc-là. le réseau. Et là, je tombe sur le réseau des gamins des pages Facebook, tu vois. Les rebeux, les tismés les plus belles, je sais pas quoi, les histoires. Et en fait, tu as vu, je rentre entre guillemets dans leur groupe et ils partagent au tacos. Il y en a, ils viennent manger, il y en a ci, il y en a là. Et puis voilà, on prend vraiment une grosse ampleur sur les réseaux. Ok. Et ben, la notoriété, elle monte, les chiffres, ils montent, les demandes de franchise, elles montent. Donc, au bout d'un moment, tu vois, comme dit, tu vois, j'appelle mon associé qui était dans le sud, lui qui gérait la partie Bordeaux et tout. Je lui dis, là, il y a un vrai truc à faire à Paname, tu vois. Pour le coup, la franchise, c'est plus juste une idée, c'est plus, tu vois, Faut le faire. c'est concret. Les mecs sont là. Moi, je sais pas, c'est comme dit, c'est ta marque. Je sais pas quel arrangement on peut avoir et tout, mais il y a un truc à faire. On peut pas laisser ça comme ça, tu vois. Viens à Paris, je sais pas. Hmm. Moi, je vois le truc tellement énorme. Tu imagines, alors que quand même, le gars, il a 2 restaurants à Bordeaux, il est installé, il est bien, il vit sa vie, tu vois. Je suis un ouf. Moi, je lui dis, vas-y, viens à Paris et tout. Mais parce que c'est trop ce que je vois, tu vois. C'est évident. C'est évident. Hmm. C'est trop. Moi, le move, il est devant mes yeux. Je vois, tu vois. Ok. Le soir, t'as vu, tu viens récupérer ta caisse. Le caissier, il te laisse des tickets dans tous les sens de mecs qui veulent des franchises, tu vois. Des bouts de papier avec des numéros, des trucs, tu vois. Et donc là, au bout d'un moment, t'as vu, il s'organise pour venir. Lui, il ira ouvrir après, par la même occasion, tu vois, son premier restaurant en région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Et on commence à poser le sujet, on regarde de quelle manière on va l'attaquer, etc. Et on prend un bureau. Moi, à ce moment-là, je structure la com. C'est un petit bureau de 20 mètres carrés qu'on loue à un pasteur à la Courneuve, tu vois. Un truc vraiment, tu vois, pour dire qu'on démarre, tu vois, on n'avait pas forcément de budget. Et, euh, et le graphiste qu'on avait à l'époque, il nous entend parler de franchise, tout ça. Il nous dit, bah, moi, je connais des consultants, ils peuvent vous aider, etc. Et je me rappelle, un soir, on va à Châtelet avec mon associé. On rencontre les consultants. Ils nous parlent, mais la vérité, moi, je n'étais pas scolaire du tout, rien. Et on sort du rendez-vous, on se dit, mais ils nous ont vendu quoi? Hmm. On va faire quoi avec eux? Ça, c'était de l'abstrait de ouf. Et surtout, tu t'en viens au métier, tu te dis, mais ils connaissent rien, mon métier, lui. Comment il va m'aider à structurer quoi que ce soit autour de la restauration? Ok. En fait, non, tu vois. Il y en a un qui est plus opérationnel que l'autre. Il y en a un qui est très stratégique, qui est très fort en Tu parles des consultants là? des consultants. Ouais, Il y en a un qui est management projet, un tueur. Vas-y, il t'organise, il sait comment te caresser pour que tu fais tes tâches au plus vite, il nous challenge, un tueur. Et à côté de ça, on a un penseur-tueur aussi. C'est avec lui que je vais commencer à prendre goût à tout ce qui est branding, mais high level, tu vois, thinking design, machin. Qu'une marque, elle doit pas juste être belle, mais elle doit avoir du sens. Hmm. Et c'est là qu'on va créer le logo Tacos, finalement, qui est, pour moi, hein, après, chacun ses goûts, pas forcément très beau à l'époque, mais où on retrouve la montagne de Grenoble, la sauce fromagère finalement Qui coule. comme si c'était de la neige ou de la lave ou quoi, hein, où on retrouve le croisillon du tacos, on retrouve le rond, c'est le label. C'est là qu'on vient ajouter au tacos original French tacos, c'est nous l'original, tu vois ce que je veux dire? Hmm. On prend un choix qu'on avait bossé justement en workshop avec ce frère, de choisir le orange et le gris. Parce que quand on benchmark, on regarde le marché, on fait toutes nos analyses de marché et tout, audit, etc., on voit qu'en fait, c'est des couleurs qui ne sont pas utilisées. Ok. Et nous, on se veut différent, on sait où on va, on a la trajectoire, on sait, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a dans les mains, c'est une fusée. Donc la couleur, on la fera accepter de toute façon. On la fera accepter. Hmm. Et le pire de tout ça, c'est que c'est pas forcément la vérité. Pourtant, Ouais, l'orange, c'est pas beau. Ouais. Faut dire ce qui est, tu vois. Ça a été une couleur qui était difficile à travailler, Hmm. tu vois. Que ce soit sur les réseaux et tout. Bon, la dernière charte, voilà, elle a été rebossée avec une agence qui a
sa maison mère à New York, machin, ils ont réussi à faire un truc qui est sympa avec l'orange, ils ont mêlé d'autres couleurs, mais à l'époque, orange-gris, c'est pas un truc de ouf. Mais pourtant, tous ceux qui ouvrent derrière, tu vois, ils sont sur le orange et le gris, tu vois. Enfin, beaucoup. Même dans d'autres secteurs, tu vois, ils veulent, jusqu'à pas longtemps, un pote à moi, il est encore là-dedans, il m'a dit, le gars, il lui a demandé l'orange d'Otakos, tu vois. Mais l'idée, c'est de se différencier. Il faut qu'on fasse la différence. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas être le rouge comme tout le monde. On ne peut pas être le jaune. Voilà, faut qu'on soit à part. Il faut qu'on ait une marque qui s'explique, une marque forte. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois. Ok. C'est ce qui est sorti de ces workshops branding. Donc le premier pas avant la franchise, c'est de se préparer à y aller. Le branding qu'on avait avant, il n'était pas suffisant. Parce que les gens, ils lisaient en gros le haut et en dessous tacos. Et c'était les couleurs rouges, c'était vif et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui rentraient, qui pensaient que c'était du mexicain, etc. Ok. C'est-à-dire, le branding, il ne parlait pas. Le côté original French tacos, un morceau de produit dans le logo. Bon, déjà, même si on pouvait avoir des gens encore qui pensaient que ça pouvait être mexicain ou quoi, ça mettait quand même... mais on était déjà... C'était beaucoup mieux expliqué, on va dire. Et puis en même temps, avec le deuxième frère, là, celui qui faisait le management de projet, on repasse en vue tous nos process, on optimise. Chacun il a ses missions, tu vois. On est 4, je crois à l'époque on est 3. Le quatrième à cette époque-là, je crois il est encore expat ou je me rappelle plus. Mais on a tous des missions, tu vois, optimiser la cuisine, faire le manuel de savoir-faire. En fait, eux ils se renseignent. Tu sais, ça a été on aurait dit un jeu de société, tu vois ce que je veux dire? Ils nous montrent des outils Trello, je sais pas quoi, on part faire des workshops dans des sous-sols à Paris, dans des cafés. C'est un kiff pour nous, tu vois. On reprend goût à apprendre. Alors que ouais, de base. Mais de fou. Pour moi, c'est une période, je sais même pas si je l'ai revécu après, tu vois. J'ai appris tellement, tu vois. Et surtout avec le business qui va bien à côté, tu as tous les éléments, tu vois. En fait, tu sens le but où il y a un fil qui continue jusqu'à le côté concret, en fait. Exactement. Ce qui manque un peu, peut-être, quand on est à l'école, où en fait, on est un peu dénué de sens ou dénué tu sais pas ce que de t'apprends pratique. Et pourquoi tu l'apprends. Mais pourquoi tu l'apprends, tu sais pas, tu vois. Là, tu vois, tu es organisé. Toutes les semaines, il y a une réunion. Le gars, il y a son tableau de gestion de projet dans Trello. Tous les jours, il vient, il check tous les soirs. Alors, est-ce que tu as fait tes tâches? Pourquoi tu les as pas faites? Est-ce que tu as rencontré un point difficile? Ils arrivent à... Comment dire? Être pédagogue. Ouais, être pédagogue et à nous gérer, tu vois. Nous, à la base, on n'est pas fait pour rester dans une salle de réunion, tu vois. On se coupe la parole, tu vois. Mais en bon enfant, c'est pas... Mais on n'a pas ces codes-là à la base, tu vois. Mais ils arrivent à nous faire entrer là-dedans. Et voilà, tu vois, à la fin, on avance avec eux. Sous quelle forme? Vous les payez? Ouais, c'est une presta. C'est une presta. Ouais. Ok. C'est une presta qu'on paye. Et qui dure combien de temps, du coup? Je ne vais pas te dire de bêtises, hein, je ne me rappelle pas. Mais forcément, 3 à 6 mois, tu vois. 3 à 6 mois. Peut-être 3 mois, hein, peut-être plus. Donc pendant ce temps-là, les chiffres de la boutique ou des deux boutiques, il se passe quoi? Pendant ce temps-là, tu as un autre associé qui ouvre avec un autre associé une autre succursale. C'est-à-dire le réseau, il gonfle en interne, tu vois. Parce que bien sûr, c'est de l'argent. Les gens, ils veulent pas laisser passer ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y en a un, il ouvre une boutique là-bas, l'autre, il ouvre une boutique là-bas. Avant les franchises, toujours? Avant les franchises, Okay. Ouais. Ça veut dire qu'avant d'arriver à la franchise, je crois qu'on avait 7-8 boutiques avant de commencer la franchise. 2 à Bordeaux et le reste à Paris, tu vois. Ok. Et puis finalement, après, on arrive à un stade où on a fait le taf, tous ensemble. On est prêt à franchiser, tu vois. Machallah. Mais on en parlera plus tard. Ouais, avec plaisir. Bah écoute Yacine, on a revu une bonne partie encore de mon histoire. Yep. Je pense qu'il reste encore pas mal de choses à dire, qu'on verra dans les prochains épisodes. Ouais, si je devais faire un résumé pour l'instant de ce que j'ai entendu de ton côté, c'est que même si les histoires, les environnements, les situations personnelles sont différentes, on voit, subhanallah, et à chaque fois on se fait le rappel qu'Allah est le meilleur des planificateurs, etc. Mais on voit quand même cette espèce de fil rouge qui se détend au fur et à mesure de l'histoire. Donc évidemment, quand tu le vis, tu sais pas que ça va se passer comme ça. Mais que ce soit au départ avec cette histoire de BTP, après avec le premier restaurant que tu lances déjà de ton côté à Grenoble,
avec Le cette deuxième. agence de com, le truc de branding, machin. Mhm. On comprend, on voit si on a la fin de l'histoire, entre guillemets, que c'était ce qui était nécessaire pour te préparer à arriver à, entre guillemets, la bataille des boss, le truc final qui va te permettre, et on en reparlera après, de finir le jeu comme tu as pu le faire. Donc moi j'aime bien cet exercice parce que ça nous montre qu'entre guillemets, parfois même, on fait des choses pour lesquelles on ne comprend pas forcément le sens. Et je pense que quand tu fais le BTP, typiquement, même quand ça se passe mal, bon, c'est une vision court-termiste. Peut-être que toi, tu te voyais longtemps dedans, mais Allah Même pas, ouais, il en En a fait, décidé autrement. Et en fait, tu te dis pas que ça pourra être un des puzzles, tu vois, qui va t'être utile dans un truc qui a ouais, absolument pas rien à du voir, tout. en fait. Tu le comprends petit à petit avec le temps. Euh, Tu commences à voir que la manière, on va dire, comment les événements ils s'enchaînent, ils ont toujours un lien. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui t'apporte autre chose, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Qu'il y a vraiment des momentum. Mais c'est vrai qu'à la fin, bah voilà, c'est. Ouais, comme dit, c'est le cheminement entre guillemets logique que tu comprends que par la suite, tu vois. Mhm. Maintenant, bon, comme hier, j'ai pris la parole en premier, pas mal de temps. Je pense que c'est à Honneur ton aux tour. anciens. Ouais, merci. Ça rajeunit pas. Mais écoute, à toi de nous dire un peu maintenant, bah, c'est quoi tes débuts chez Mousseline Immobilier, on va dire ta plus grosse histoire entrepreneuriale à ce jour. Mhm. Bah écoute, comme je l'expliquais hier, je fais ma hijra. Donc on est fin 2020, début 2021. Avec l'histoire qu'on raconte hier, qui est que j'ai un environnement familial qui est chaotique à ce moment-là en tout cas. J'ai les dettes que l'on a expliquées hier. Bon, je pars, tu vois, avec un état d'esprit où il peut rien se passer, tu vois. Et subhanallah, quand je fais ce move-là, quand j'entreprends cette hijra, je suis dans mon état d'esprit, je suis totalement apaisé. Hmm. Pourtant, entre guillemets, avec du recul, ça n'a pas de sens de faire ce que je fais, tu vois. J'ai pas d'argent, Hmm. j'ai pas d'argent, j'ai moins que pas d'argent. Je vais dans un des pays les plus chers du monde. Euh, et pourtant, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix, en fait, pour Et moi. ça, comment tu l'expliques justement? C'est quoi? Je sais pas, je pense que Une sorte de tawakkul? ouais, peut-être une part C'est de quoi la réflexion en fait derrière ou... En tout cas, j'ai pas peur. ouais, peut-être une part de tawakkul et aussi, comme je t'ai dit, peut-être aussi une part de. De toute façon, ça peut être quoi d'autre ma vie là pour l'instant. Donc, Ouais, ouais. il y a aussi une part de. Je vais regarder derrière moi. Mais c'est quoi ton leitmotiv, le truc qui te dit intérieurement, ok, j'ai pas peur, j'y vais. Et avec la nia de faire Hijra, Hmm. justement. Mais tu te dis quoi? Je vais me reconstruire, je vais me rapprocher de mon Seigneur, il va se passer de meilleures choses pour moi. Ouais, C'est... en fait, je suis honnêtement à ce moment-là, autant pendant peut-être les 6 ou 8 premiers mois après le décès de mon père, Allah yarhamou, je suis pas dans un état d'esprit, tu vois, positif, Mhm. dans le sens où, pas par rapport à la mort de mon père, mais par rapport à toutes les histoires qu'on a pu raconter hier. Ouais, le cumul. Je vois pas la fin du tunnel. Je me dis, en fait, ça va jamais finir ce truc. Et quand je pars, j'ai toujours les mêmes problèmes, mais là, pour le coup, je me dis plus que ça va pas finir. Je me dis qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je le réalise pas, évidemment, à ce moment-là, pas du tout, mais je me dis, bah vas-y, tu sais quoi, Ouais, tu commences déjà à découvrir un futur différent déjà. ouais, ouais, et bah déjà, je te le disais hier, moi, quand j'arrive aux Émirats, j'arrive en tant que business developer pour une boîte d'IMO, donc j'ai déjà des revenus qui vont commencer à arriver. On s'était accordé sur, je crois, quelque chose comme 10 000 dirhams par mois, ce qui correspondait à peu près à l'époque à 2000 et quelques euros. Mhm. Donc c'est déjà suffisant. C'est pas du tout les loyers qu'on connaît aujourd'hui à Dubaï. Je me suis logé dans une chambre à l'époque pour ouais, peut-être 4500, 5000 dirhams peut-être Ok. à, à Arjan. Ouais, Moi donc il y j'étais a un seul. quartier propre. Ouais,
J'étais seul. J'ai jamais été dans cette logique de me dire, faut que tu limites les dépenses Ouais, non. pour faire en sorte, tu vois, que ça puisse tenir et tout. Je me suis dit, ça va tenir. Je sais pas comment, mais ça va tenir en tout cas. Donc à ce moment-là, quand je te dis, quand j'y vais, je commence le travail pour l'agence immobilière en question. Ça se passe plutôt bien. Il y a une première histoire qui arrive qui fait que je suis pas à l'aise dans ce qui est en train de se passer. Donc le directeur de l'agence pour laquelle je bosse quand j'arrive, je vois qu'il met une photo sur un groupe de travail. Et en fait, il avait mis une photo d'un bébé avec sa maman. Et il nous disait, regardez la photo du petit, comment il est mignon et tout. C'est moi quand j'étais petit. Donc, ok, je clique sur la photo. Et en fait, des blagues de français ou de beauf, je sais pas comment dire, mais en fait, le bébé, il avait des parties intimes d'homme. Ouais, truc beauf de fou, quoi. Exactement. Et en fait, quand j'ouvre la photo, je me dis, mais j'ai pas fait la hijra pour ça, moi. Ouais, je suis où? Je suis pas venu pour ça. Déjà, en France, j'avais pas ça. Là, je viens dans une adoration, machin. Bon, khir. Je patiente. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas le choix. Deuxième truc qu'il me fait, il me donne rendez-vous dans un jour hors travail pour me demander de faire un truc ou me donner quelque chose et tout. Et donc, je vais à son building à l'époque pour récupérer le document ou je sais plus ce que c'était. Et je suis allé en Khamis, parce que bah, je m'habille comme ça de base. Et il me dit, c'est quoi cet accoutrement? À Dubaï. À Dubaï. J'ai dit, ah ouais, t'es un génie, toi. Ah ouais, toi, waouh, t'es vraiment fort dans ce que tu fais. Mais j'ai passé ma façon de m'habiller. Et puis, aux dernières nouvelles, je m'habille. Enfin, je vais pas au travail comme ça, donc je vois pas en quoi ça te concerne. Je Si m'habille j'irais au quand. travail comme ça, en vrai, on a Dubaï. Mais moi, je le Au bout faisais, d'un je me moment, tu permettais vois. pas de le faire. C'est sa boîte. Lui, je suis représentant de sa boîte. Il veut pas ça, pas de problème, Ok, tu vois. Mais ouais. à un moment donné, ok. Donc à ce moment-là, bon, ça fait déjà 2, 3 fois qu'il fait des trucs bizarres, mais bon, c'est pas très grave. Le travail, pour l'instant, j'essaye de délivrer ce qu'on me demande. Donc ça se passe plutôt bien. On fait un point à la fin du mois d'essai. Donc il y avait un mois d'essai. On fait un point et je lui dis, écoute, je voulais te dire un truc et tout. Euh, moi, je suis plutôt à l'aise. J'aime bien ce que je fais et tout. Comment ça se passe pour la suite? Puisqu'on avait un accord. En gros, si ça se passait bien, tu devais me faire mes papiers et me donner un contrat peut-être plus long, tu vois. Ce qui est déjà pas normal aux Émirats. Ouais, mais je suis OK avec ça parce que... Légalement, normalement, tu commences dans une entreprise, on te commence tes papiers Ouais, mais directement. j'étais OK avec ce C'est un côté un point de peu... pression qui est utilisé, Hmm, on va dire, assez souvent, qui est pas légal hmm. du tout. J'étais assez OK avec ça, dans le sens où c'est moi qui ai insisté pour avoir le job. Je voulais aussi venir ici avec des revenus. Donc le gars, il m'a facilité et j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi, dans le sens où ça a été une cause. Parce que quand je suis parti de France, j'avais un entretien et j'ai pu justement rapidement concrétiser cette opportunité-là pour m'alléger un peu dans les dépenses, etc. Et donc là, à ce moment-là, il me dit, écoute, bah moi je suis plutôt satisfait, machin, faut qu'on discute de la suite et tout et tout. Je dis ok. Et une semaine plus tard, donc il m'appelle et il me dit, écoute, est-ce que tu peux passer à Downtown, il y a nos bureaux là-bas et tout. Je dis ok. J'y vais. Il y avait son collègue avec lui et tout. Et il me dit, écoute, voilà, j'ai bien réfléchi. Là, il va y avoir le Ramadan qui arrive. Euh, Après, il va y avoir l'été. Je sais pas dans quelle mesure on va avoir du taf ou pas. Ça va pas m'arranger de te garder maintenant, tu vois. Et je dis ok, mais bon, c'est pas trop ce qu'on avait dit, tu vois. Il me dit ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai pas de recul. Il me dit j'ai pas de recul sur l'activité. C'est la première année qu'on fait ça. En gros, je peux pas me permettre, tu vois, de sortir 10 000 dirhams par mois, alors que je sais pas si de avril jusqu'à septembre tu vas avoir du travail concrètement, tu vois. Bon, khair. Et subhanallah, 1 ou 2 jours avant qu'il me dise ça, on avait un événement de polo. Donc, il nous avait ramené dans un événement de polo qui sponsorisait la Raptor Polo Resort, là. Mhm. Et je rencontre une sœur qui vient de rejoindre la boîte. C'était une Tunisienne.
Je rencontre, elle vient de rejoindre la boîte. Il m'avait demandé de l'accompagner pour qu'elle puisse faire ses photos de profil, machin, charte et société et tout. Donc on s'était déjà parlé un peu avant, mais elle rejoint la société moins d'une semaine avant que je parte, tu vois. Et comme c'était le Ramadan et que j'étais seul à Dubaï, elle m'avait gentiment dit de venir, voilà, pour pas que je me sente seul et que je vienne passer le Ramadan avec elle. Alors en famille, hein, c'était une famille. Et subhanallah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il me dit ça, donc qu'il ne va pas me garder, je ne sais pas pourquoi j'ai ce réflexe-là d'appeler cette sœur-là. Parce qu'elle était à Dubaï depuis 2005. Elle était venue avant, en 99, mais elle s'est installée en 2005 à Dubaï. Donc elle connaissait beaucoup de monde et tout. Donc je me suis dit, je vais voir avec elle, peut-être qu'elle a une opportunité. J'ai passé 2-3 coups de fil à des contacts, peut-être pour bosser pour quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Et quand je passe ces coups de fil-là, malgré le coup de massue, entre guillemets, que je viens d'avoir, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais toujours serein. À ce moment-là, je suis encore très tranquille dans ce qui se passe, tu vois. Pourtant, entre guillemets, si je trouve pas quelque chose là dans le mois qui arrive ou dans les 2 mois qui arrivent, déjà mon visa il se finit, donc j'ai plus de possibilité, tu vois, de rester dans le pays. Et en plus de ça, j'ai pas de revenus. Et moi, j'ai lâché mon appartement en France, tu vois. Donc j'ai même plus de possibilité de trouver une Point de solution chute, ouais. pour éventuellement rentrer si ça se passe pas bien, tu vois. Mais Et ça, c'est le Yacine, habituellement, où vraiment il se passe un truc à ce moment-là, où non, il se passe un t'es truc. beaucoup plus Ouais, détaché non, que il se passe un truc. d'habitude. Habituellement, je vais extérieurement montrer de la sérénité, Ouais, mais mais intérieurement, je intérieurement, vais être très pensif, ouais, tu vas te balancer dans tous les réfléchir, sens pour etc. trouver une Voilà. solution, tu vois. Mais là, je suis à l'aise, tu vois. Il y a 1, 2, 3 semaines qui passent, le Ramadan d'ailleurs, à ce moment-là. Et quand je vais manger chez la sœur, 1 ou 2 fois, à un moment donné, elle me dit, écoute, j'ai mangé avec la mère d'une des plus grandes influenceuses françaises. Euh, donc c'était l'assistante de cette influenceuse, sa mère. Ok. Et elle me dit, elle cherche quelqu'un pour l'aider parce qu'il y a trop de taf avec cette influenceuse. Je dis, ok, ça me concerne en quoi, tu vois. Ouais. Et elle me dit, bah, ça pourrait être un bon moyen de se relancer. Je pense qu'ils vont plutôt bien te payer et tout. Je dis, ok. Et je dis, ça consisterait en quoi et tout. Bah, elle me dit, la dame, elle cherche quelqu'un pour l'épauler dans ce qu'elle fait au quotidien pour la fille. Donc, organiser ses voyages, éventuellement peut-être des démarches administratives et tout. Je dis, bon, vas-y, tu vois, je l'ai déjà fait pour la directrice générale chez L'Oréal. Je sais faire, je sais que je suis très bon dans le fait d'anticiper les besoins des gens, machin. Bon, si tu veux, tu vois, je peux au moins passer l'entretien et voir ce que ça va donner, tu vois. Je mets mes conditions, évidemment. Je parle pas seul avec la fille. Tout ce qui est en rapport avec commander des choses illicites ou faire des choses illicites, je fais pas, machin. Et vu qu'on est un binôme, bah, la fille, elle pourrait très bien, la maman, elle peut très bien s'occuper des Gérer choses cette qui sont, partie-là et, voilà, et moi prendre et des choses qui sont toi, plus. Donc je vais voir la dame en question. J'y vais. Et, euh, et donc on parle et tout, et ça se passe plutôt bien, machin. Et elle me dit, et en termes de rémunération et tout, comment tu te vois et tout. Et la dame, elle m'avait un peu conseillé, tu vois, la collègue, la la sœur. tunisienne, elle m'avait dit un peu qu'est-ce que je pouvais prétendre à avoir, tu vois. Donc j'ai dit, bon, bah écoutez, moi, franchement, pour moins de 15 000, je pense que j'y vais pas. Dirham. Ouais, moins de 15 000 dirhams, sachant que j'étais à 10 000 juste avant. Hmm. J'ai dit, moi, pour moins de 15 000 dirhams, je pense que j'y vais pas parce que j'ai un master, j'ai déjà géré des personnes plus compliquées que votre fille. J'étais l'assistant quasiment personnel de la directrice générale monde de L'Oréal professionnel. Bon, votre fille, tu vois, c'est du gâteau. Je vais la gérer facilement. Elle me dit, écoute, je vais valider avec ma fille, mais bon, moi, j'aime bien ce que je vois. Tu as l'air d'être quelqu'un de confiance et tout. Sur le principe, tu peux dire que c'est OK. Et je lui dis même, je me souviens, je lui dis même, par contre, moi, j'accepte de faire ça, entre guillemets, que pendant 3 mois, à ce tarif-là, ou 6 mois, je ne sais plus la période que je dis. Et je dis, par contre, après, moi, je ne peux plus rester à ces montants-là. Là, c'est vraiment pour vous montrer qu'entre guillemets, tu vois, j'y vais un peu au Je bluff. peux faire le taf. Voilà, je peux faire le taf et tout. Et vous verrez que vous trouverez pas plus performant que moi à ce niveau-là. Parce qu'elle avait déjà bossé avec des assistantes avant. Je vous trouverez jamais ce que je suis capable de proposer. Mais en gros, derrière, il faudra un truc et tout. Elle m'a dit, pas de problème. Et l'avantage que ce job me donnait, c'était que j'étais très libre sur le temps,
ou si je devais aller en France ou pas, machin, j'étais très libre sur ça. Elle, la fille, ce qu'elle voulait, c'était qu'on délivre. Quand elle a besoin de réserver un taxi, machin, fallait être disponible à n'importe quel moment, mais tu pouvais, si tu partout où tu le Ça allait voulais, jusqu'à ce type de détail. pour les taxis, Ouais, à l'étranger, ouais. ok. À l'étranger, ouais. Je lui ai déjà pris des taxis à 4 heures du matin à Ibiza, par exemple, pour qu'elle puisse rentrer dans son hôtel et machin. Ouais, c'est déjà arrivé à ce stade-là. En fait, vraiment, c'était un profil ultra assisté. Elle trouvait pas quelque chose dans la chambre d'hôtel dans laquelle elle se trouvait aux Maldives. Elle appelait sa mère pour que sa mère appelle la réception pour dire où est-ce qu'il est le truc dans la chambre de ma fille. Ah ouais. Donc on devait s'occuper de ce genre de choses. Ouais, il y a de tout dans les profils de toute façon, mais en l'occurrence, c'était pas problématique en tant que tel. Sauf que, donc ça se passe super bien, dans l'absolu, ça se passe super bien. Et je commence à avoir des signes que j'ai jamais eu dans ma vie. C'est que je commence à vomir sans raison. Je suis dans la rue, je suis chez moi, je suis peu importe où je me trouve, c'est pas à des moments précis, c'est n'importe quand. Je me retrouve à avoir des genres de nausées et tout, et je vais vomir, genre et tout. Je dis non, je continuerai pas, peu importe les conditions que tu vas me donner, tu vois. Et sa mère ultra dégoûtée, elle aussi bah, dégoûtée parce qu'ils font rentrer des gens dans leur vie et ils n'ont pas envie d'avoir plein de gens à chaque fois qui rentrent dans leur vie. Donc bon, moi ça m'agace un peu dans le sens, pas ça m'agace, mais je culpabilise parce que c'est des gens qui m'ont donné ma chance à un moment où j'en avais vraiment besoin et le fait d'y aller un peu en mode solo, je me dis, tu vois, c'est pas trop moi. Je suis quelqu'un de loyal et tout, mais à un moment donné, bah, j'ai mon projet, je peux pas. Ouais, t'as pas vocation Ouais, et c'est pas, à la suivre toute ta c'est vie. ça. Donc à ce moment-là, tu vois, je lui dis, je suis désolé, machin, je m'excuse, je lui dis s'il y a besoin que vous, entre guillemets, pour de la passation, truc, machin, je vais vous aider, tu vois. Je disparais pas et tout. Et quand je suis en Turquie, donc je l'avais prévenu que j'allais en Turquie, et je vois qu'elle insiste pour m'envoyer des trucs et tout. Et bah, je réponds de plus en plus lentement parce que je suis de plus en plus pris par mon activité. Et à un moment donné, elle commence à s'agacer et tout. Tu vois, je dis mais moi je veux bien t'aider, mais entre guillemets là le tempo c'est plus le tien, c'est le mien. C'est quand je peux t'aider, je le fais. Mais je peux pas non plus, tu vois. Là, c'est quoi? T'as démissionné déjà? Moi je lui ai dit que je pouvais arrêter aujourd'hui si elle voulait. Mais elle m'a demandé de rester truc. Et je lui ai dit, ok, mais je vais pas pouvoir rester comme avant. Je vais essayer de t'aider de la façon que je peux, mais pas comme avant, tu vois. Et donc à ce moment-là, donc elle me dit, ok et tout machin. Et donc quand on est en Turquie, en fait, avec mon pote, il se passe un événement. Je veux pas le dire parce que c'est pas le sujet. Mais en gros, avec toutes les histoires que je t'ai racontées juste avant, j'ai plus confiance en lui, tu vois. Sur la question du mensonge, sur la question de la mauvaise foi, etc. Je suis, Ouais, tu le sens plus. là, je le sentais déjà pas, mais en fait, comme je t'ai dit, il y avait une relation qui faisait que j'étais pas. Je voulais qu'on aille au bout du truc. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais frère, il n'a pas la même considération, entre guillemets, pour toi à ce moment-là. Il est capable de te mentir sur un truc en te regardant dans les yeux, vraiment en étant dans l'acting et tout, que en fait, tu viens de découvrir, c'était pas vrai, alors que tu sais que c'est vrai. Je dis, mais en fait, si tu me fais ça à moi, on peut pas continuer ensemble. Tu dors chez moi et tout, c'est pas possible, je peux pas accepter ça, Ouais, tu non, vois. on n'y est pas. Et donc, j'ai déjà l'info qu'il a menti, mais avant ça, genre, j'aborde le sujet avec lui. Je dis, ouais, si on arrête Mousseline Immobilier, en gros, comment tu le vois? T'as quoi en tête, tu vois, si jamais on devait arrêter? Donc, il me dit ce qu'il a en tête et tout. Je dis, bon, bah, moi, ça me semble cohérent, tu vois. Et puis, à la fin, dans tous les cas, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai ramené. Et il faut savoir que, du coup, la façon dont je l'ai ramené, c'est que je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas parler avec les clients ou je vais essayer d'éviter de parler avec les clients. Toi, tu es un commercial, je te donne 50% de ce que je gagne, mais tu gères les clients, tu vois. Moi, je gère tout le reste, mais toi, tu gères les clients. Donc, il m'avait dit OK. Et donc, en Ouais, fait, à ce moment-là, quand, quand le frère ça pète et que je lui dis qu'on arrête là,
on rentre à Dubaï, donc on se parle pas de ouf. On se parle pas de ouf. Et à un moment donné, moi, je dois rentrer en France pour des raisons personnelles. Et du coup, il m'écrit pour me demander, voilà, C'est au moment où ça casse, quoi. Ouais, il m'écrit pour me dire comment se passent les choses, machin. Et ouais, tu vois, après, au fur et à mesure, on s'écrit plus tous les jours, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et à la fin, on trouve un arrangement pour que ça s'arrête. Et là aussi, tu vois, dans l'arrangement, j'ai trouvé ça. J'ai compris en fait que j'avais eu raison d'arrêter. Parce que on a 2 ou 3 clients chez Muslim Immobilier qui ont acheté à ce moment-là. Donc on est au début, hein, c'est même pas 1 mois et demi ou 2 mois après le démarrage, tu vois. Avec le contrat, je te parle. On a fait, je crois, une vente en Turquie. Et le gars, il me dit, moi j'accepte de partir, mais en gros, je veux que tu me donnes 15 000 euros maintenant pour mes parts. Et moi, en fait, je sais pas si c'est encore une fois de la culpabilité mal placée et tout, mais genre à ce moment-là, je me dis pas, qu'est-ce que tu me demandes, tu vois. Je dis, vas-y, ok, pas de problème. Juste dis-moi, donne-moi une date un peu lointaine pour que je puisse récolter les fonds, mais j'accepte. Mais après coup, je me dis, mais attends, frère, T'as payé quoi, en fait? on est censé être potes Hmm. de base. Euh, c'est toi qui a fait vraiment beaucoup de bêtises, tu vois, pour pas que on puisse aller au bout du truc. Et tu sais que je suis endetté. Ça n'a pas changé cette info-là. Ouais. Et t'es venu aux Émirats, t'as dormi chez moi. Je t'ai jamais demandé de payer le loyer, etc., etc. Et genre, tu me demandes du cash, en gros, un truc que peu importe si ta boîte elle marche ou pas, il me faut l'oseille. C'est là où j'ai compris on n'était pas fait pour être amis en fait de base. Moi, Ouais, j'aurais vous jamais n'étiez pu pas faire ça. alignés, ni sur les principes, Ouais, ni sur les valeurs. j'aurais jamais pu faire ça. Il avait déjà fait les dingueries que je t'ai dites. Mais là, je dis en fait, là, t'es allé trop loin, sachant que moi, j'avais aucune raison de te remettre dans un de mes projets. J'ai pas besoin de toi dans l'absolu. Je peux trouver n'importe qui a un peu la chatte pour faire commercial. Tu vois, il n'avait pas une compétence métier qui me permettait de passer un cap ou machin. C'est juste qu'il faisait un travail que j'avais pas envie de faire. Donc, il a donné une date qui était, je crois, le 31 mars, où je devais lui donner les 15 000 euros. Et là, à ce moment-là, du coup, je construis une équipe sur la base de compétences métiers. Donc, je vais chercher un gars qui travaille au Qatar, qui est chef de projet, pour me cadrer sur la partie structuration, process, machin, essayer de trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner sur ce type de projet. C'est un frère que j'avais rencontré au Qatar durant Gohijra, qui avait bien aimé l'initiative du projet, machin. Il voulait lancer son équivalent au Qatar à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on l'avait rencontré. Je fais appel à un frère de sciences que lui connaît, qui est au bord de la Qatar Foundation, qui était l'étudiant de Cheikh Ibn Baz à l'époque, etc., etc. Donc là, je gagne en légitimité religieuse dans la société. Donc je le fais rentrer dans la boîte, le mec. Je récupère un frère qui est commercial dans une boîte d'outillage en France que je connais, qui est aussi en parallèle l'ami du frère qui va partir, là, tu vois. Hmm. Euh, et je prends. Je crois que c'est tout. Je crois qu'à ce moment-là, c'est toutes les personnes qui sont dans le projet. Mais j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le projet à ce Ouais, moment-là. pour construire Ouais, et là, à ce moment-là, avancer. je suis plus seul pour avancer sur le projet. Donc, on avance. On arrive en janvier. Je commence à faire 2-3 ventes en janvier. Février, pareil. Et avant ça, il se passe un événement. En septembre, quand le frère est encore avec moi, il se passe un événement. Il y a un promoteur qui accepte de changer ses conditions. Donc, il me dit, voilà, j'accepte de changer mes conditions, machin. OK. Il m'envoie un mail. Donc, j'ai la preuve du head of sales qu'il accepte de changer les conditions pour qu'elles deviennent Sharaï, comme on l'avait fait pour l'autre contrat. Le client, il se positionne, il paye l'apport, il vient pour signer son SPA. Je le relis par rapport aux guidelines qui m'ont été donnés par le Chalet Rapport et tout. Et il y a toujours les pénalités de retard et les autres clauses qui sont problématiques. Et je dis au gars, mais c'est Vous pas le moquez contrat de qu'on moi. avait dit, tu vois. Hmm. Et il me dit, ouais, mais il faut que tu fasses plus de ventes pour qu'on change le contrat réellement.
Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Le mail, il n'est pas conditionné. Moi, je vous ai toujours dit, d'abord, j'attends de voir le premier contrat changer. Et après, entre guillemets, Et après, je vais mettre la machine en marche, tu vois. Mais il faut bien que je démarre avec un premier client. Et là, il me dit quoi, le frère? Il me dit... et en fait, avant ça, il se passe un truc que j'ai pas cité, mais qui, je pense, est intéressant de soulever, c'est que j'avais vendu un promoteur, donc il m'avait envoyé, par l'intermédiaire du Head of Sales, un accord comme quoi il allait changer le contrat comme je le voulais, au niveau des pénalités de retard, au niveau des autres clauses qui étaient problématiques et tout. Donc on a positionné un des clients. Le gars, donc il a payé son apport, machin. Il arrive à Dubaï pour signer le SPA. Le SPA, il n'est pas conforme. Il y a encore les clauses qui sont problématiques. Et là, en gros, puisque le client n'était pas encore arrivé, je parle avec le Head of Sales et tout. Je dis, ouais, c'est pas le bon contrat. Il dit, si, mais il faut que tu changes, il faut que tu vendes beaucoup plus pour qu'on change le contrat. Je dis, mais non, le mail, il n'était pas conditionné. Et moi, je ne vais pas accepter de vous vendre plus si je ne suis pas assuré que le contrat, il va être licite. Il me dit, bah, c'est comme ça. En gros, on ne pourra pas changer le contrat là, maintenant, si tu vends pas plus de ton côté. Je dis, mais là, le client, il arrive pour signer son SPA. Il me dit, mais tu lui dis pas que le contrat... Pour toi, il est hors de question de vendre l'autre contrat, en fait. Il me dit, bah, tu lui dis pas que le contrat, il est pas chari. Lui, il te fait confiance à toi par rapport à ton parcours, machin. Donc, il me dit, tu lui dis pas. Je dis, mais t'as pété les plombs. Il n'y a aucun scénario possible. Au-delà de ne pas lui dire à lui, vas-y, je vais dans ton scénario, au-delà de ne pas lui dire à lui. Parce que ça a été l'argument aussi, et c'est intéressant que j'en parle, ça a été l'argument aussi de beaucoup d'agents qui ont dit, mais c'est pas moi qui fais le contrat, c'est le promoteur. Donc le péché, il n'est pas sur moi, il est sur le promoteur. Mais non, t'es le lien. Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'on reprend un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui parle de riba. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam quand il parle de riba? Il dit, sont concernés par le péché celui qui prend le riba, celui qui le donne, et les deux témoins de la transaction. Et il finit comment le hadith? Quand il en parle, il dit « Et dites-leur qu'ils sont tous égaux dans le péché. » Donc, entre guillemets, si on avait dû préparer des arguments des gens pour dire « Non, mais moi, ça ne me concerne pas, c'est pas moi », ou comme les gens en France, quand ils disent « Bah, riba, moi, je le donne. En gros, j'ai aucun péché, tu vois, je m'enrichis pas à faire riba. Je paye plus d'argent pour avoir ma maison. » Je viens de te citer le hadith. Et ils sont égaux dans le péché. Et pourquoi, en fait, c'est quoi la règle, entre guillemets, religieuse qui est utilisée pour expliquer ce hadith? C'est le verset de Surat al-Maïda, où Allah Azza wa Jal dit « Entraidez-vous dans les actes de bien, et wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan » Et en gros, ne vous entraidez pas dans les mauvaises choses. Le blâmable. Le blâmable. Et donc, en gros, si toi, tu ne me donnes pas riba, moi, je ne peux pas faire riba. S'il n'y a pas de témoin, bon, on peut pas, nous tous, on ne peut pas faire riba. Si, tu vois, en gros, on voit qu'il y a une interdépendance, en fait, dans le péché. Bien sûr. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il le lit et qui dit, en fait, ils sont tous égaux dans le péché. Parce que s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de transaction. Ouais, c'est la construction. Exactement. S'il n'y a pas quelqu'un qui prend riba, il n'y a pas quelqu'un qui peut le donner, et ainsi de suite. Oui, puis à la base, t'es quand même, pour avoir ton client, t'es celui qui a mis en avant. C'est ça. Là, tu peux pas dire que t'es pas au courant. T'es pas au courant. Il y a même ton nom parfois, je crois, dans les SPA ou en tout cas dans les booking forms, il y a le nom de ton agence, machin. Et puis souvent, ce qui est vendu, c'est plan de paiement sans intérêt. Donc c'est ça. Il y a une publicité islamique entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une volonté de dire que c'est halal derrière tout ça. En tout cas, vicieuse, mais elle est là. Oui, et tu peux pas dire après, je prends pas le péché si le promoteur derrière. Tu peux le dire, mais c'est de l'ignorance ou c'est de la mauvaise foi. Après, on juge pas l'intention. Jusque là, à la limite, jusque là, ouais. Ça peut là, aller. À ce moment-là, mais il y a un truc qui tourne pas rond. On est dans les débuts. Tu peux pas dire que je te vends un produit halal et après quand on te dit que le contrat il est haram, c'est pas moi. C'est ça. Et donc le gars, je lui dis, mais c'est impossible ce que tu me racontes. Je vais jamais ne pas lui dire. Donc le client, il arrive, je lui explique la problématique. Le head of sales, il s'énerve. Pourquoi tu lui expliques qu'en gros, nanana. Je dis, mais il y a aucun scénario où je peux pas lui dire. Parce que toi, tu me dis, je vais pas lui dire pour lui. Mais moi, c'est moi qui suis concerné. Je viens de te donner le hadith.
Moi, je rentre dans les bas si je lui fais signer à lui. Donc, je vais jamais faire Non, ça. mais après, Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle le head du légal pour trouver une solution sur le contrat, machin. Et en fait, est-ce qu'il a un affect à ça, lui? Il a un truc. lequel? Le head of legal. Bah, en fait, c'est potentiellement le gars qui peut te régler la situation, parce que c'est lui qui valide les contrats de la société. Donc, il peut potentiellement changer. Moi, en tout Mais cas, il a un intérêt, lui, entre bah, tu vas le guillemets. savoir là. En gros, quand il arrive, donc il faut savoir que c'était un Égyptien. Ok. Donc, il avait un parcours où il avait étudié à l'Azhar. Il était diplômé de l'Azhar. On en pense qu'on en pense. Mais en gros, à son niveau, il estime que ce que je suis en train de raconter, c'est des bêtises. Il me dit, moi, donne-moi une preuve religieuse que ça rentre dans les bas. Je sais pas, c'est très simple. Je lui sors toutes les vidéos des mashaïrs sur la sunna, toutes les preuves des sites très connus qui abordent ce sujet-là. Je lui montre. Et non, il en démord pas, tu vois. refute. Ouais, il dit non, il dit moi, en tout cas, les gens que je suis, ils diraient pas que c'est les bas et tout, machin. Il y a pas de sujet, machin, machin. Donc non, on va pas toucher le contrat. J'ai dit, mais moi, je suis pas venu, entre guillemets, au départ, quand je viens chez le promoteur, je viens pas pour vous expliquer ma façon de voir le problème. Je viens dans une négociation, limite, elle est même plus religieuse, en fait, la négo. Tu veux le faire ou tu veux pas le faire? Tu veux le faire, Et on puis, vend. tu l'as accepté à la C'est base. ce que je te dis. Tu veux le faire, on vend. Tu veux pas le faire, bah je viens pas chez toi. C'est pas une fois que je t'ai Mais vendu, rends-moi pas fou. Ouais. c'est pas une fois que j'ai vendu le produit, tu me dis truc. Et en plus de ça, ils me disent quoi? Ils me disent, je dis bah ok, bah le client il veut plus acheter. Il me dit bah on peut pas le rembourser. Je dis là vous allez dans un chemin où je pense que vous avez pas envie, parce qu'en plus moi je suis quelqu'un, s'il y a une caractéristique que j'ai, c'est que je déteste l'injustice. Ça vraiment, ça me sort par les yeux. Je crois que c'est encore un truc qui nous lie. Ça m'horripile au possible. Tu viens de tromper le client, je te demande même pas. Et puis toute la mauvaise foi qu'il y a derrière. C'est ça, T'as trompé le client, tu m'as trompé à moi. c'est ça, Tu m'as écrit un mail noir sur blanc comme quoi t'allais l'accepter. exactement. Je viens, tu me mets des conditions, elles sortent de nulle part. Déjà, j'ai l'impression que t'es en train de jouer avec moi. C'est ça. Tu me demandes d'être malhonnête on n'a vis-à-vis pas que du ça à client, faire. tu Peut-être trucs, que- tu machin. Et toi, grand promoteur que tu es, Et c'est un grand promoteur à ce moment-là. je pense que tu n'as pas que ça à faire. C'est ça. Et à la fin, quand tu vois que t'es dos au mur, alors que c'est moi qui perds, je perds ma vente, je perds la crédibilité, tu me punis. Oui. Et tu punis mon client. Exactement. Et donc là, à ce moment-là, en gros, je lui dis, écoute, on va faire un truc super simple. Moi, s'il faut qu'entre guillemets, je me mette tapis pour prendre un avocat, vous attaquer à la DLD, puisque j'ai le mail, donc on a déjà un accord, il est à l'écrit, machin. Bah on va le faire, tu vois. Et au final, on a réussi à faire en sorte, à terme, que le contrat, soit il change, je me souviens plus vraiment de l'histoire, soit le contrat il avait changé, soit on avait fait intervenir des personnes de séance qui lui avaient, à titre exceptionnel, permis de signer, parce que je me souviens plus de cette histoire-là en particulier, il lui avait permis à titre exceptionnel de signer ce contrat-là, parce que le mal qui avait été commis, De donc le fait de garder son tromper, acompte. machin, il était trop important, c'était un mal qui était trop important, et que lui, il était rentré avec la nia de ne pas avoir ce problème-là, et que bah, il ne pouvait pas se permettre, tu vois, d'avoir 20-30 000 euros de les perdre. Et par contre, ce qui lui avait été dit à l'époque, c'est solde vite. Si tu as la possibilité de solder vite, solde vite, 100 ans. pour pas être dedans, tu vois. Je sais plus, hein, je te dis, c'est un des deux. Donc cette histoire-là, elle est intéressante parce que, entre guillemets, ça montre aussi que ça s'est pas déroulé parfaitement tout le temps après, derrière, tu vois. J'ai eu des accords à l'écrit de promoteurs qui n'ont pas accepté d'aller au bout pour des raisons folles, tu vois. Donc là, comme je dis, Insensé même. ouais, insensé, malhonnête. Pourquoi t'écris un mail Je l'ai encore vais le mail dans en ton plus. Je crois. sens et Ouais. peut-être qu'on le mettra dans la vidéo. Hein. Ouais, je l'ai Mais encore, je pense que je peux le retrouver. Ça a complètement pas de sens en fait. Mhm, Et surtout, c'est censé être des gens qui n'ont pas que ça à faire. Tu c'est vois. ça. Alhamdulillah. Donc là, on démarre l'année. Donc on est en janvier, je fais quelques ventes. On est en février, je fais quelques ventes avec un autre promoteur qui m'a rejoint. Donc là, on a 2 ou 3 promoteurs qui sont là. Et en mars, c'est le début, on va dire, de l'ascension du projet, où un promoteur qui arrive avec un concept de résidence
avec plein de commodités, un plan de paiement exceptionnel de 1% par mois, seulement 20% d'apport et 80% pendant 80 mois, machin. Donc je le travaille au corps, le promoteur. Là, pour le coup, lui, il a un attrait. Tu me posais souvent la question est-ce que les mecs, ils ont des attraits ou pas. Lui, il m'annonce avoir un attrait pour ça. Ouais, parce que je me souviens justement d'une histoire où tu me disais qu'à un moment donné, tu es tombé sur le CIO ou le Voilà, fondateur, c'est ça. où lui, par contre, voilà, il avait un attrait. Il avait un attrait à ça. Ça tombait bien parce que le budget, il était bien. Le quartier, c'était Arjan, donc c'était un beau quartier. Tu le citerais ou... Non. Non, parce qu'après, je vais le critiquer. Ah, ok. C'est pour ça que je t'ai dit d'apparence, en gros, ça se passait bien. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, il accepte les conditions. On valide le contrat religieusement. Et là, c'est le début du truc, tu vois. On fait peut-être une trentaine ou une quarantaine de ventes en à peine, je sais pas, un mois. Donc, c'est le premier gros business de gros business. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est un point important, mais c'était ma façon de faire et peut-être que c'est pas celle qu'il faut, mais en tout cas, c'était comme ça que j'avais fait à l'époque. C'est que quand je me suis associé au profil, parce qu'on parlait de donner de la valeur, et donc du coup, je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, quand les mecs sont rentrés, c'est que j'ai fait un business plan pour Muslim Immobilier, et je leur ai dit, écoutez, à l'horizon de 1 an et demi, en fonction de cette valuation de boîte, vous allez pouvoir récupérer vos sous, donc faire 100% sur votre investissement, et derrière, récupérer de l'argent. Ok. Donc, je leur dis, voilà, j'ai les réseaux sociaux qu'il faut. Je leur ai montré la base de données de clients que j'avais. Je leur ai montré les accords promoteurs que j'avais, que j'étais le seul à le faire. Et je leur ai dit, voilà, si vous investissez dans ce projet-là, bah, en gros, vous allez pouvoir récupérer tant de dividendes à l'avenir, tu vois. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à ce moment-là, on se souvient de mon histoire, bah, j'ai des dettes. Et mes dettes, il faut que je les règle. Donc en fait, ce que je fais en m'associant aussi avec ces frères-là, qui ont un rôle de consultant, ils sont pas tant dans l'opérationnel que ça, c'est juste vraiment du conseil, machin, c'est d'essayer de récupérer un pécule de côté qui puisse me permettre de commencer à régler une partie des dettes et de m'avancer, entre guillemets, un bénéfice que je sais qui arrive. Je sais que je suis pas en train de me mettre dedans en faisant ça. Je sais que je vais bosser. Ouais, t'as compris, t'es sur ton marché. C'est ça. Tu vois l'ampleur que ça prend et tu sais que tu vas continuer d'avancer. C'est ça. En tout cas, je sais à mon niveau. On voit pas le rave, mais en tout cas. On en vient un peu, on va dire, c'est comme le début de la franchise pour moi. C'est ça. Pour toi à ce moment-là. Et donc, en gros, pour donner des chiffres, à l'époque, je vends 25% de Muslim Immobilier pour 65 000 euros. Ok. Et donc, en gros, ça devait lui permettre, en l'espace de 1 an et demi, de récupérer ses sous. Et bon, après, en gros, ça garde la même valuation, mais j'ai vendu quasiment pour 40% de la boîte à des associés qui ont payé ces sommes-là pour rentrer, tu vois. Donc là, à ce moment-là, j'ai récupéré à peu près 100 à 120 000 euros, ce qui m'a permis d'avoir de l'argent et de pouvoir commencer à renflouer des caisses à droite, à gauche. Donc je suis déjà plus libéré dans ma façon de travailler, puisque là, en fait, j'ai moins de pression. Je sais que je vais pouvoir payer. Tu sens en même temps que tu as le truc. Ouais. Tu as commencé à rembourser et puis tu vas... Ça va dans ce sens-là, exactement. Ça va dans ce sens-là. Et donc, quand la série de ventes de mars se passe, juste avec les 30-40 ventes que l'on fait, on génère à peu près déjà 500 000 euros de CA, tu vois. Et à ce moment-là, c'est moi qui fais tout. Donc, je suis à la vente, c'est moi qui parle avec les clients, je suis à la vente, je suis dans la négociation avec les promoteurs, machin. Donc, je prends aussi une partie de commission des ventes que je fais. Donc, on s'était accordé avec les associés que je pouvais prendre 50% des commissions qui étaient gardées. Donc, quand je prends cette partie-là, donc sur les 500 000 euros, il y a 250 000 euros qui me reviennent et il y a 250 000 euros à terme qu'on distribue en dividendes sur le Q1 ou le Q2 quand le promoteur nous a payé. Et donc, en fait, sur les 6 premiers mois, quasiment, les mecs les frères qui m'ont fait confiance ont récupéré leur argent, en fait. Et toi, tu as payé tes dettes. Et moi, j'avais fini mes dettes.
Alhamdoulilah. en moins d'un an et quelques de Muslim Immobilier. Incroyable. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, c'est une nouvelle, entre guillemets, vie qui commence. On commence à partir faire des conférences dans différents pays, machin, pour présenter les différents projets qui arriveront dans la deuxième partie de l'année 2021 ou 2022, je sais plus. Je pense que c'est 2022. Donc on va au Canada. On est la première agence à avoir organisé des événements en France Physique. physiques pour rencontrer les gens qui souhaitaient acheter. Je suis le premier à avoir organisé ça. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Les gens, tu vois, ils parlent sur les réseaux sociaux, on arrive, machin. Mais à l'époque, je suis le seul à faire ça. À prendre la responsabilité et l'organisation d'un événement et de me dire, je sais qu'il y aura suffisamment de personnes qui vont venir pour être intéressées par ce projet. Surtout, d'avoir le feeling que c'est ce qu'il faut faire, tu vois, la vision. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais que les gens achètent à distance. Je vends à Dubaï. J'ai une partie de mes clients qui viennent à Dubaï. Il y en a beaucoup qui restent en France. Ils ont peut-être besoin de me voir aussi proche d'eux et de se dire qu'ils peuvent être en confiance, que voilà, c'est pas quelqu'un qui reste coincé toute l'année à Dubaï et qui fait des stories et ici et là. C'est quelqu'un qui peut être présent autant de fois dans l'année. Et donc là, à ce moment-là, on fait ça. Et ça marche plutôt bien pour nous, tu vois. Il y a plusieurs clients qui veulent se positionner. Donc à ce moment-là, les seuls pays qu'on couvre, c'est les Émirats et la Turquie. Et on songe rapidement à faire le Maroc, qui est un pays qui, je le sais, il va y avoir énormément de demandes. Donc j'essaye doucement, tu vois, de voir quelles sont les options pour moi. Et la deuxième partie de l'année, elle se passe merveilleusement bien. Le promoteur en question, il relance un autre projet. On cartonne tout. Et je vais rebondir sur un exemple que tu as cité, qui sont les EOI. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, il y a un sujet. Donc là, les gens commencent à dire que, effectivement, ce frère-là, il faut arrêter de l'écouter, il raconte n'importe quoi, parce que je sors d'un projet où tout le monde voulait se positionner là, avec le promoteur sur le premier projet et où on a cartonné. On a été, je pense, probablement top vendeur chez ce promoteur-là. Et donc, quand il a son deuxième projet, tout le monde m'attend au tournant, parce qu'en fait, ils savent que je suis placé avec ce frère et que je vais probablement bénéficier de certains avantages et tout. Donc, ils essayent tout de suite de tuer le problème pour dire, voilà, mais en fait, non. C'est quoi, il se rapproche de lui Ça se rapproche de lui, ça fait des réunions avec lui, ça commence à essayer de me discréditer en disant qu'en gros, je dis des bêtises, que typiquement sur ce projet-là, il faudra prendre des IOI, que les IOI, elles sont pas remboursables, machin. Et en fait, moi... Ça veut dire qu'eux, ils sont conscients à ce moment-là que... Et on va voir c'est quoi la suite des EOI, que peut-être de mettre des EOI, c'est un bâton dans les roues pour toi. Ouais, bien sûr. Mais entre guillemets, ils sont prêts à mettre quelque chose en place de haram pour mieux travailler que toi. Je sais pas s'ils le voient comme étant en gros un truc de haram, mais en tout cas, ils le voient comme un truc que moi, je peux pas faire. Mais si toi, tu le fais pas, et que t'es monsieur halal là-dedans, c'est que le truc, il est haram. Tu me parles de façon pragmatique, ouais. Mais bon... Je vais essayer d'avoir la bonne opinion. J'essaye de te dire. Non, mais moi aussi, je veux bien l'avoir, mais soyons aussi pragmatiques. Essayons de comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, en même temps que tu me parles, j'essaye de comprendre. Tu vois, moi, je découvre. Je te dis, pour moi, c'était des bruits de couloir. Ouais. Moi, alhamdoulilah, à mon échelle, j'ai fait pas mal d'immobilier à Dubaï. Je l'ai toujours fait dans mon coin. Tu vois, j'ai pas eu besoin de passer par des agences ou quoi que ce soit. J'ai regardé les stories, j'ai essayé de comprendre ce qui se disait. Sur le marché francophone, sur le marché anglophone, etc. Mais c'est vrai que c'est des trucs que j'ai vu venir, revenir, et que j'ai pas forcément compris, tu vois. J'entends de toi, entre guillemets, quelqu'un qui en fait trop, tu vois. Ouais, il se sert de la... Ce qui est ressorti, et le truc, c'est... J'ai senti le moment d'attaque, où, entre guillemets, vas-y, on l'a touché, c'était cette histoire d'EOI. Sans te dire quel projet ou quoi, parce que ça reste qu'un bruit de couloir, tu vois. Moi, j'ai pas donné plus d'importance que ça. Je comprenais pas, tu vois. Moi, j'avais pas de plan de paiement, tu vois. Je prenais au lancement un plan de paiement et je soldais les biens, tu vois. Et alhamdoulilah, parce que j'étais même pas au courant que c'était pas halal et tout. Mais je voulais pas avoir cette truc tous les 3 mois. Lui, je dois le payer. Après, t'as un calendrier. Alhamdoulilah, j'avais l'argent, je soldais et en même temps, j'avais un discount, tu vois. Mais voilà. Donc, c'est pour ça.
je te dis, je réagis de manière pragmatique, parce que pour avoir entendu, etc., et puis en entrepreneur, on veut mettre des bâtons dans les roues à un concurrent, c'est des choses qu'on a tous connues, mais de là à se dire, voilà, on va faire mettre en place quelque chose qui Bah, c'est pas eux qui n'est l'ont mis pas en place, mais il était forcément déjà là. licite, tu vois. Il était déjà là, le Mais principe de l'EOI. est-ce que ça a été poussé par En fait, des ce qui s'est passé concurrents très ou, simplement, ce qui s'est passé ou sur c'est ce le sujet-là. promoteur qui, lui, tu vois, j'essaie juste de comprendre. J'incrimine personne, En fait, parce le que moi, promoteur, finalement, j'ai pas les tenants, les aboutissants. Hmm. Mais comment ça s'est fait? en fait, le promoteur, vu l'engouement qu'il y avait eu sur le premier projet, il a décidé de mettre en place des expressions d'intérêt pour le Ok, deuxième donc projet. la volonté, elle est du promoteur. Elle est du promoteur. D'accord. Sauf que qu'est-ce qu'ils font les autres agences? Elles ont chargé les expressions d'intérêt à ce moment-là. Elles en font beaucoup. Puisque les clients, ils sont intéressés, ils veulent se positionner. Hmm. Et moi, à ce moment-là, je ne peux pas valider les clients. Je ne peux pas leur faire prendre des expressions d'intérêt parce qu'à ce moment-là, on me dit que ce n'est pas remboursable. Donc, comme ce n'est pas remboursable, moi, quand je reviens au chalet à bord, on me dit c'est pas permis. Tu ne peux pas faire perdre de l'argent à des clients sur une base où il y a en arabe, c'est du rarar, il y a trop d'inconnus. Le projet, il va être comment? Les prix, ça va être quoi? Ouais, c'est vrai que ça, en plus, il dévoile après. Et des voilà après, on n'avait rien. Ouais, il n'y a pas de maquette, Non, il y a on n'avait rien. Ouais, Et donc à ce moment-là, c'était pas remboursable. Et après, ça l'est devenu. Mais nous, on n'a pas eu ça. Et là, on remercie encore Allah Azza wa Jal. Et c'est là où j'ai vraiment compris, et par le fait que on ne gagnera jamais à essayer de désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc un jour, j'appelle, et c'est dans la série d'ailleurs, j'appelle la personne qui s'occupe des ventes chez le promoteur. Et je lui dis, mais en fait, là, j'ai plein de clients qui veulent se positionner, j'ai les passeports de tout le monde, je peux rien faire. Et elle me dit, ouais, je suis désolé, et en plus, même demain, ils ont prévu d'augmenter les prix pour préparer le lancement qui arrive la semaine prochaine. Je dis, mais non, c'est pas possible. Parce que moi, il m'avait déjà donné les prix, mais tu vois, officieux. Hmm. Je lui demande, est-ce que le promoteur, il est là, tu vois? Est-ce que le PDG, il est là? Je veux lui parler, tu vois. Donc, je vais dans son bureau, je m'en souviendrai toute ma vie. Il commence à faire nuit. On y va, avec le frère qui s'occupait de filmer et tout. Et donc, je parle avec le frère et tout. Je dis, voilà, écoute, frère, les passeports, ils sont là. Je ne peux pas prendre tes expressions d'intérêt, mais moi, mes clients, ils sont prêts. J'ai délivré sur le premier projet. Là, tu es en train de m'empêcher de pouvoir vendre parce que tu veux me faire faire des expressions d'intérêt que je ne peux pas faire. Trouvons une solution. Il part un moment, il revient, il me sort le 6e et le 7e étage du projet. Il me dit, appelle tes clients, place-les. Et pour que les gens ils comprennent bien, on va dire, le sujet justement des expressions d'intérêt, à ce moment-là, pourquoi il met ça en place? Ça lui sert à quoi, à lui? De Très tester, factuellement, en fait. de tester l'intérêt du marché. Oh, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas l'intérêt? Il ne construit pas? C'est une façon pour lui de préparer en fait Et financièrement, ça lui sert à rien. Bah si, les gens, ils payent l'EOI. Ouais, ok, mais autant il paierait le début du plan de paiement s'il lancerait. C'est quoi l'intérêt de... Officieusement, je peux te donner un intérêt. Je peux te le donner. Je vais le Vas-y. dire à la caméra, mais c'est pas quelque chose que je suis censé dire. Vas-y. C'est que tu as certains promoteurs qui utilisent l'argent récolté pendant les EOI pour alimenter le compte séquestre. D'accord, c'est qu'ils n'ont pas encore l'argent pour Je faire... te dis pas qu'ils l'ont pas, je te dis que certains promoteurs font ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller récupérer de la trésor comme ça, pour éviter d'avoir à la sortir eux, pour mettre... Donc à Dubaï, en fait, comment tu ouvres un compte séquestre? Tu es censé bloquer 30% de la valeur de la construction du projet pour pouvoir ouvrir le compte séquestre. Et si demain, il y a un problème, avec ces 30%-là, on estime qu'on va être capable de pouvoir aller jusqu'à un stade qui est suffisamment avancé pour que les clients ne se retrouvent pas en galère. OK? Et donc, tu as certains promoteurs qui font cela, qui récupèrent cet argent-là. Donc ça peut être un des arguments, entre guillemets, Ça qui pourrait justifie. Ça pourrait l'être. Pas pour tous, mais Ouais, pour ça certains. pourrait l'être. Et puis, pour le reste, c'est aussi, comme je t'ai dit, de préparer avant le lancement le fait que voilà, le gars, il s'est positionné, il voulait se positionner. C'est pas lancé encore, mais au moins, le gars, il est positionné. Au moins, je le perds pas, le lead. Il a déjà mis l'argent, donc il est peu probable Ok, il y a aussi cette version-là. Il est peu probable qu'il se rétracte maintenant. C'est pas pour financer, je sais pas moi, des frais de marketing derrière au lancement. Peut-être, entre guillemets, c'est pour Mais avoir... il n'y a pas d'explication plus que ça, en fait. Bah, Parce que finalement, les gens, ils font la queue pour acheter. On l'a vu, moi, combien de fois j'ai
Je suis allé, j'ai envoyé le gars, l'anglais que je prenais, il faisait la queue toute la nuit pour avoir un token. Il n'y avait pas d'EOI à ce moment-là. Pourquoi à un moment donné, on se dit on veut un EOI, tu vois? Fondamentalement. Comme je t'ai dit, Puisque ça se vend comme du petit pain. bah, préparer le Il y a lancement, forcément un intérêt derrière. avoir de la trésor, préparer le lancement. Est-ce que c'est pour le marketing? Est-ce que c'est pour le compte séquestre? J'ai pas l'explication exacte pour En tout chaque cas, on n'a pas promoteur. d'explication plus que ça. Bah, c'est déjà suffisant, Et je on, pense. et on sait qu'il pourrait s'en passer finalement. Il pourrait juste lancer et Je pense vendre. pas. Parce qu'en gros, il a besoin, lui, de se prouver que le produit il va fonctionner, tu vois. Il n'a pas envie d'attendre le lancement qui a peut-être lieu dans 1 mois, dans 2 mois, pour commencer à récupérer de l'argent et s'assurer que le projet il va se vendre. Ok. Donc moi, je pense que c'est toujours... Et c'est quoi en général? C'est des gros promoteurs qui font ça ou... Ouais, bah, quasiment tout le monde le fait. Hein. Ellington, Ok. Damac, Ouais, moi, à partir j'ai plus acheté à Ouais. partir de cette période-là. J'ai pas... 2023, à partir de 2023, Ouais, là, tu voilà, commences moi, à c'est au avoir des... moment où j'ai arrêté. Mais que tous les promoteurs le font quasiment. Hmm. Et donc, subhanallah, comme je viens de dire, dans l'histoire, à ce moment-là... En fait, c'est plus l'intérêt de l'immobilier les monté à Dubaï, plus les règles elles ont évolué C'est ça. Dans ce sens. Parce que tu vois, en post-Covid, on te donne des biens livrés avec du post-handover et finalement, Ouais, en 2023, quand il y a grave de l'intérêt, ben, on te dit il faut payer des EY C'est ici ça. et là. Bon, après, ça empêche pas ça n'a pas empêché les gens de gagner de l'argent quand même, tu vois. non, bah, bien sûr que non. C'était encore les biens que les gens ont achetés. À cette époque-là, ils ont fait des belles Des belles plus-values. ouais. Et donc, subhanallah, comme je t'ai dit, le PDG il revient et il me sort le 6e et 7e étage et il me dit place tes clients. Alhamdoulilah. Tu prends pas d'IOI. Tu m'as expliqué les raisons. Tu m'as ramené les preuves religieuses que toi, tu peux pas les prendre, machin. Place tes clients. Donc, Akhi, là, à ce moment-là, de 18h jusqu'à 23h, je suis dans le petit bureau du promoteur à côté de son bureau et je passe des coups de fil. Salem, là, on peut se positionner. Tu veux lequel, machin, etc., etc. Et là encore, en 48 heures, on sort peut-être une 60aine d'appartements. Et là, je commence à devenir un vrai problème. Là, à ce moment-là, tu as des gens qui ont fait placer des EOI à leurs clients, qui savent que mes clients, ils ont été servis. Le promoteur, lui, il s'en fout, parce qu'entre guillemets, il m'apprécie, il voit que je suis à la différent fin, de ce qui se fait. c'est son choix. Et c'est son choix, c'est sa boîte, sauf que eux, ils l'ont pas entendu de cette oreille. Entre guillemets, on est tous censés se battre à armes égales, machin, mais c'est juste parce que ces mecs-là, ils n'avaient pas les entrées. Il y a un sujet religieux et que le gars est justement, il a une affinité avec, il n'y a pas de sujet en vrai. C'est ça. C'est ça. Et là, à ce moment-là, comme je te dis, et je vais arrêter mon histoire ici, là, à ce moment-là, je commence à devenir un vrai problème sur le marché, au point où chez ce même promoteur-là, il y a des réunions qui sont organisées par plusieurs agences francophones avec des représentants de l'autre département des ventes. Moi, j'étais dans un département des ventes A, par exemple. Il y avait le département des ventes B. Donc, les équipes qui faisaient partie et les agences qui faisaient partie du département des ventes B se sont réunies chez le promoteur avec un seul sujet. Comment on fait pour arrêter ce mec? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, d'où les bruits de couloir que j'entends à l'époque, quoi. Exactement. Il y a de quoi. Exactement. Voilà. Bah écoute, hâte d'entendre la suite. Encore un bel épisode. Ouais, ça t'a plu? Ouais, franchement. Et je trouve, comme je t'ai pas dit, mal de choses. C'est des sujets qu'on n'a pas forcément abordés de toi et moi, tu vois, dans le fond. Et moi, ça m'intéresse de comprendre parce que forcément, je suis très pragmatique, machin. Il y a énormément de non-sens dans tout ça. Et non, mais c'est vrai, il faut parler français, tu vois. J'ai hâte d'entendre la suite et peut-être de commenter la suite, on verra, tu vois. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir aborder les débuts de Otakos. Parce que on a vu que, comme on l'a résumé tout à l'heure, ça passe par une situation très inconfortable, avec une situation qui s'arrange un tout petit peu, et puis après une ascension quasi fulgurante. Oui, encore, on est vraiment au début. Quand je dis quasi fulgurante, c'est en gros... Parce que là, on s'arrête, je crois, à la fin de mon histoire, dans la première partie de la vidéo, avant que tu parles. On est à 8 restaurants. 2014, ouais. On est à 8 restaurants. Donc, à ton niveau, à toi, ça reste quand même quelque chose. Ah, c'est énorme. C'est ça, je dis. Quand je dis fulgurante, mais sans comprendre qu'il y a un déjà, horizon. je suis bien, tu vois.
sans comprendre qu'il y a enfin, en sachant, mais en ne le vivant pas, qu'il y a un horizon qui arrive là, Et qui s'annonce encore haute, mais qui va venir aussi avec son lot de problèmes. Bien sûr, comme toujours. Forcément. Et pareil pour moi, c'est le début un peu laborieux. L'épopée. Et après, bah, les prémices d'une réussite. Et puis après, effectivement, bah, le feu d'artifice avec plein de choses qui arrivent pour la suite, avec d'autres pays qui seront ouverts et machin et machin. Mais on aura l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo. Ce ne sera pas demain, malheureusement. Mais bismillah, on essaiera de faire ça très prochainement pour garder le fil conducteur. Avec plaisir, Inch'Allah. Je tenais à vous remercier encore une fois. J'espère que vous allez poursuivre tout ce qui a été dit, que vous avez trouvé ça intéressant. La même consigne que sur la première vidéo, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous laisser vos commentaires, vos remarques, des façons de pouvoir améliorer le contenu. On essaiera de les prendre en considération pour les autres vidéos. Peut-être qu'on en refera déjà d'ici là, donc ne prenez pas mal le fait qu'on n'ait pas pris vos remarques en considération si jamais ce n'est pas le cas. Je vous dis merci. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikoum. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.